Bonjour à tous, je suis Olivier Mérel, je vais animer cette soirée. Je salue également les personnes qui sont à distance. Voilà, la salle est grande et pas complètement remplie, mais on me dit qu'il y a plus de 150 personnes connectées. Alors on attendait, parce qu'on avait beaucoup plus d'inscrits pour le présentiel, on attendait que le flux arrive, mais il semblerait que certains aient plutôt opté pour rester depuis chez eux, mais tout est retransmis, donc il n'y aura pas de souci. Du coup, pour réagir depuis chez vous, vous avez un chat qui vous permet de poser des questions. Dans la salle, on a dû vous remettre un petit papier en entrée avec un petit code sur lequel vous connectez sur votre smartphone, tout à fait. Voilà, et sur lequel vous pouvez aussi réagir, poser vos questions. Ça marche pas, monsieur. Bon, alors, ça va être ouvert, je pense, dans les secondes qui suivent. Et on a à côté une équipe qui lit tout ça et relaiera les questions. C'est une manière d'être un peu plus interactif. Pour nous accueillir, Jean-Charles Colas, vice-président à la Métropole et au Citral. Donc cette conférence débat intervient alors que la consultation sur le développement du métro à Lyon a démarré en septembre. Entre-temps, on a quand même fait une douzaine d'ateliers dans les territoires et en ligne sur les 4 projets qui sont mis en débat. On a eu quand même beaucoup de monde à ces ateliers, plus de 450, il y a eu plus de 5000 avis sur la plateforme. Ça a été un petit marathon quand même aussi pour vous, Jean-Charles Colas, puisque vous avez été présent à tous. Peut-être avant de commencer, de rentrer dans le fond, voir un peu la manière dont vous avez ressenti ces échanges sur ce premier temps de la consultation. Oui, merci. Alors d'abord, j'aimerais juste excuser le président Bruno Bernard, puisqu'il est à Glasgow. Vous savez qu'il se passe en ce moment un événement un peu important à Glasgow, et donc on s'est partagé le travail, il est monté à la COP26. Sur les débats, moi j'aimerais dire 2 choses. D'abord, je suis très fier d'une concertation qui se déroule bien, qui est sereine, les débats sont calmes. Je voudrais dire à les techniciens du Citral qui pilotent toutes ces concertations, et Dieu sait s'il y en a beaucoup en ce moment et ça leur offre beaucoup de travail, que j'ai eu un petit message tout de suite en début de réunion, là, avant qu'elle commence, d'un monsieur qui représente la CARPA et qui est venu me remercier pour la qualité de la concertation. La CARPA, c'est ceux qui représentent les personnes à mobilité réduite, notamment utilisateurs des transports collectifs, sur la fluidité de la plateforme, la facilité pour ces gens qui ont une mobilité réduite à la fois à prendre de l'information, à poser des questions et à faire des interventions et des contributions. Donc c'est un message qui est adressé à toute l'équipe de la concertation. C'est vrai que ces concertations et celles-ci sur le métro se passent plutôt dans le calme, plutôt sereines, avec beaucoup d'intelligence collective. Alors, je vais faire une petite pique ironique. J'ai le sentiment que dans les ateliers que nous avons vécus ensemble, on a eu des ateliers où il y avait beaucoup d'élus dans certains territoires qui venaient en nombre pour réclamer leur projet de métro. Et puis, beaucoup d'ateliers où il y avait plus de citoyens et où là, on avait l'impression qu'ils avaient bien plus les pieds sur terre, qui posaient des questions en disant « Mais vous êtes sûr qu'on est obligé de faire un truc à un tel coût ou est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions aussi pratiques et moins coûteuses ?» Enfin bref, les citoyens avaient envie de construire, n'étaient pas là pour réclamer chacun sur leur territoire leur projet, mais bien pour y réfléchir et se dire peut-être qu'on peut trouver des solutions collectivement plus intelligentes. Et c'est un peu l'idée du lancement de la conférence de ce soir et de la suite de cette consultation, qui a commencé en septembre, mais qui dure encore jusqu'à mi-décembre, si mes souvenirs sont bons. C'est comment est-ce qu'on dégage une vision métropolitaine et une vision collective. On sait pertinemment que sur les 4 projets de 4 corridors qu'on a étudiés et qu'on a mis en consultation, si on décide de faire les 4 tels quels, ça prendra entre 40, 50, 60 ans pour des aspects financiers et techniques. Donc peut-être que pour répondre, et ça va faire plaisir à mon voisin de droite, Jean-Marc Hoffner, pour répondre plutôt à la demande de mobilité que Penser d'abord offre, on peut essayer de réfléchir collectivement à différentes solutions. Et c'est ce qu'on va voir à partir de ce soir, je crois. Effectivement, donc la conférence débat de ce soir, elle a été conçue pour finalement comme un peu un temps de respiration dans cette consultation, avec beaucoup d'ateliers où effectivement on cherche un peu l'échange et l'intelligence collective. Et l'idée de ce soir, c'est de prendre un peu de hauteur pour remettre en perspective peut-être un certain nombre d'éléments qui ont été discutés, débattus parfois aussi au cours de ces ateliers. Peut-être Jean-Charles Colas, vous nous disiez la question de l'offre et de la demande. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce soir, d'autres éclairages
vous attendez peut-être? Je crois que l'essentiel, mais après Jean-Marc et Sonia vont nous permettre de prendre la hauteur. L'essentiel, c'est peut-être de changer un petit peu de paradigme, qui est un peu trop français d'ailleurs. On a vu la même chose avec le développement du TGV un peu partout en France, qui a progressivement tué le ferroviaire classique. C'est comment est-ce qu'on réfléchit aux besoins ou à l'envie d'ailleurs de mobilité des citoyens et comment est-ce qu'on du coup on trouve les meilleures réponses les plus adaptées plutôt que de dire on va inventer qui un hyperloop, qui un nouveau métro, qui un TGV ultra rapide, et puis après on trouvera bien un territoire où on va le mettre. Non, on a des habitants dans les territoires. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour la métropole. On a des habitants qui ont des besoins de déplacement, des besoins de mobilité, des envies de mobilité. Quelles sont les meilleures solutions qu'on peut leur apporter? Et c'est ça qui me semble extrêmement important, à la fois dans la démarche complète qu'on mène au Citral, mais aussi avec l'ensemble bien sûr de la métropole, mais l'ensemble des intercommunalités autour et des territoires autour, que pour répondre correctement aux citoyens. Il faut le rappeler quand même. Le métro, c'est une histoire de 40 ans à Lyon. Depuis toutes ces dernières années, on n'a pas construit de nouveaux métros, on a prolongé quelques lignes. Sur les 20 dernières années, je crois qu'on a ouvert 3 stations. Donc ce n'est pas la seule solution en matière de déplacement et de mobilité. Et nous avons décidé avec Bruno Bernard et l'ensemble des membres du Citral de lancer cette consultation pour réellement avoir une réflexion sur un plan métro à long terme. Qu'est-ce qu'il est utile de faire, nécessaire de faire, intéressant de faire, ou peut-être quelles sont les alternatives qu'on peut faire pour d'autres territoires. Très bien, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, juste pour compléter, effectivement, ce n'est pas une soirée de clôture, on est bien à mi-parcours de notre consultation, et avoir en tête que les semaines qui vont suivre seront consacrées, après avoir regardé chacun des quatre projets et leurs qualités respectives, à les comparer entre eux, puisque la consultation doit quand même permettre aussi de dégager des priorités au regard des investissements, notamment qui sont en cause. Et donc ce soir, quelque part, on ouvre cette consultation-là. En fin de réunion, je vous donnerai un peu plus d'informations sur les modalités. Donc comme je le disais, donc merci Jean-Charles Colas, on vous laisse peut-être regagner votre place pour avec nous tirer un peu les enseignements de cette soirée. Donc le parti pris, il a été d'aller rechercher finalement des spécialistes nationaux, pas forcément spécialistes lyonnais, voilà, et du contexte, pour nous aider à avoir quelques clés finalement de compréhension un peu plus globaux sur les effets du métro. Donc Jean-Marc Hoffner a déjà été présenté. Vous êtes directeur de l'agence d'urbanisme de Bordeaux. Donc évidemment, j'ai envie de dire spécialiste un peu en aménagement du territoire, et avec voilà, quand même un sujet particulier autour de la question des mobilités urbaines qui vous occupe quelques années, si je puis me permettre. Et puis nous avons également à distance Sonia Lavadino. Donc maintenant on est habitué. J'espère que vous entendez bien, Sonia. Voilà, on vous voit. L'image n'est pas très nette, mais c'est quand même pas mal. Voilà, et vous êtes anthropologue et géographe urbaine, et vous travaillez également sur la question de ces liens entre urbanisme et mobilité plus durable, notamment à travers cette question des usages, des pratiques finalement de mobilité qui font aussi la ville. Avant de vous passer la parole pour voilà, nos participants, et je reconnais un certain nombre de têtes qui étaient là aux ateliers, revenir peut-être très rapidement sur ce qui s'est dit finalement au cours de cette douzaine d'ateliers sur la plateforme sur ces premiers mois. Comme le disait Jean-Charles Colas, on a effectivement démarré par un premier forum de lancement le 21 septembre dernier. On était à peu près 300 au total en ligne et en présentiel, et ça avait été l'occasion, il y a un dessin qu'on va projeter, va vous le montrer, de pointer déjà dès le départ la multiplicité des enjeux que pose finalement la question de la mobilité, du développement du réseau de métro. Voilà, c'est notre facilitateur graphique Marc Savard qui avait réalisé cette planche en direct.
direct et il est également avec nous ce soir pour assurer un peu la continuité, cette traçabilité. Entre-temps, bien, on a réalisé tous ces ateliers, donc je vous le disais, plus de 5000 avis sur la plateforme, 2500 personnes touchées dans les couloirs du métro, mais aussi dans les espaces publics, voilà, pour aller à la rencontre des participants, et puis plus de 450 participants aux différents ateliers. Vous trouverez tous les comptes rendus de ces rencontres sur la plateforme consultation-métro-citral.fr. Pour ceux qui sont parmi nous, il y a également des dessins voilà, de synthèse affichés au fond de la salle. En partant, vous pourrez y jeter un coup d'œil. Dans cette première étape de la consultation, on était ligne par ligne. On regardait pour chaque projet, finalement, ce qui était attendu autour de ce prolongement ou de cette création de lignes de métro. On ne va pas rentrer là ce soir dans le détail corridor de projet par corridor de projet, mais on peut déjà, à mi-parcours finalement de la consultation, tirer quelques enseignements ou pré-enseignements un peu plus généraux. Le premier volet finalement d'enseignement, il renvoie à ce qu'on attend et à une attente assez large finalement autour de ces projets de métro qui sont vus finalement comme des leviers de développement territoriaux au sens général et pas seulement comme de simples infrastructures. On a beaucoup parlé voilà, d'opportunités pour le développement des territoires. On a beaucoup parlé d'attractivité retrouvée. Alors, soit pour accompagner des dynamiques en cours, quand on a voilà, des territoires où il y a déjà une forte logique de développement, soit plus dans une logique d'impulsion finalement de nouvelles dynamiques dans certains territoires, voire de renouvellement territorial. Je trouve que ce qui était intéressant et ce qui ressortait fortement de tous nos échanges, c'est que c'était bien une vision globale et on a parlé de développement démographique, l'habitat, etc. On a aussi parlé de développement économique, alors là aussi avec des nuances hein, selon les corridors, mais ça ressortait assez fortement. Et au-delà de ça, je dirais de développement social, culturel, voilà, et en disant que le métro, quelque part, était un catalyseur impulsé, voilà, était de nature à impulser des dynamiques assez globales. Le deuxième effet de levier, finalement, attendu, il renvoie à une logique un peu d'unification des territoires, d'unification de bassins de vie. Et là aussi, on a vu, je trouve, à travers ces premiers échanges et ces premiers ateliers, que l'attente vis-à-vis de ces projets de métro, il était certes de rejoindre de manière efficace le centre de l'agglomération, ça a bien été dit, mais c'était aussi un intérêt intrinsèque finalement au territoire, et avec l'idée qu'un mode lourd comme un métro pouvait permettre de relier des polarités qui aujourd'hui vivaient de manière un peu isolée, donc donner une forme de cohérence, une forme d'unification autour de ces bassins de vie. Et au-delà, avec les territoires voisins, on y reviendra, mais on en a pas mal parlé. Et puis, enfin, une troisième nature de levier en termes de cadre de vie. Et on a quand même beaucoup parlé de congestion automobile dans les différents corridors, les différents territoires, comme un facteur quand même aujourd'hui perçu comme très dégradant de la qualité de vie et de la vie de ces territoires, avec ce qui va derrière, pollution de l'air, etc. Et que donc là aussi le métro apparaît comme une réponse finalement à ces enjeux. Alors, à côté de ces leviers, il y a aussi un certain nombre de points de vigilance qui ont été identifiés, même si, soyons clairs, le métro a bien été perçu dans les 4 territoires comme une solution et plébiscitée, on peut le dire, et attendue. Voilà. Mais ce qui n'empêche pas que des nuances ont pu être apportées avec une forme de lucidité quelque part, peut-être dont parlait, dont se faisait écho aussi Jean-Charles Colas, vis-à-vis de phénomènes perçus comme préexistants finalement, mais sur lesquels le métro pourrait venir avoir un effet aggravant. On a parlé de pression immobilière et derrière ça d'artificialisation peut-être des sols, voire de densification non maîtrisée derrière l'arrivée de projets de métro, d'envolée des prix de l'immobilier. C'était une crainte aussi qu'on a retrouvée un peu dans tous les territoires, et donc d'exclusion potentiellement des populations les moins aisées. Et puis à une échelle plus large,
peut-être d'encouragement à l'étalement urbain, même si là-dessus, comme sur les autres points, ça a chaque fois été pointés et présentés comme des phénomènes qui sont déjà un petit peu en cours, mais où l'arrivée du métro pourrait quelque part en rajouter. De la même manière, sur la question de la congestion et de la circulation automobile, la crainte de voir un métro mal conçu, mal maîtrisé et aspirateur de voitures et qui, plutôt que de régler la congestion, rajouterait notamment à ces terminus des voitures et un risque qui a bien été pointé. Et puis la question des travaux. Et effectivement, voilà, un certain nombre de participants ont bien pointé qu'une grosse infra comme un métro n'était pas neutre, que ce soit en termes de chantier pour la vie du territoire pendant ces années de travaux ou d'un point de vue environnemental de manière plus globale. Sur les effets attendus, ce qui ressort, c'est quand même qu'il y a une perception des effets attendus à large échelle. Et là aussi, je trouve que c'est intéressant au regard de la manière d'aborder le sujet. À l'échelle métropolitaine, ces prolongements de lignes ou cette création d'une nouvelle ligne sont quand même souvent vu comme une forme de rééquilibrage à l'échelle métropolitaine entre le centre et la périphérie et la possibilité quelque part d'apporter du développement au sens large dans des territoires voilà, qui aujourd'hui ne sont pas centraux. Et puis aussi la question de l'interface avec les territoires voisins, je le disais tout à l'heure, qui est fortement ressorti. Donc au regard de tous ces éléments, on aura un premier questionnement peut-être ce soir sur finalement qu'est-ce qu'on peut attendre réellement en termes d'effets attendus, d'effets un peu structurants, puisque c'est un peu l'écho qui ressort de ces ateliers derrière la construction, enfin le prolongement de ces métros. L'autre volet des enseignements, il renvoyait peut-être plus au sujet de mobilité lui-même. Alors là, très rapidement, voilà, tout le monde a souligné l'efficacité, la performance du mode métro, qui est rapide, qui est fiable, qui a de grandes capacités, au regard de territoires, voilà, généralement présentés comme bénéficiant d'une desserte qui n'était pas à la hauteur, soit de leur développement, enfin de leur état actuel, soit des dynamiques de développement à venir. Et donc on est quand même beaucoup revenu sur les besoins actuels de déplacement dans ces territoires. Et l'effet, il est clairement orienté dans les échanges qu'on a eus autour de la notion quand même de report modal et le fait que le métro apporte une alternative crédible à la voiture qui doit être de nature quand même à inciter un certain nombre voilà, d'automobilistes à devenir usagers du métro de manière plus régulière et donc d'alléger les circulations sur le territoire. Et donc derrière ça, on a eu la question du rabattement vers le métro qui a été assez central dans tous nos échanges, en pointant qu'il ne fallait pas oublier, qu'ils étaient trop souvent oubliés, la question des modes actifs pour donc la marche à pied et le vélo pour rallier les stations de métro. Un questionnement, on va le dire comme ça, autour des parcs relais, avec quand même voilà, beaucoup de participants qui pointaient l'utilité des parcs relais, notamment pour capter les flux de voitures venant de l'extérieur, et puis l'articulation avec les autres transports collectifs urbains et aussi le train. On en a parlé dans tous les corridors, même là où l'offre ferroviaire n'est pas forcément la plus développée. Troisième point, peut-être sur ce volet plus mobilité, ce qui est beaucoup ressorti, c'est le caractère souterrain du métro. Alors ça peut paraître un peu une porte ouverte, mais comme un vrai avantage au sens où il facilite une insertion urbaine dans des territoires qui, pour certains, pour beaucoup même, ont quand même des vraies contraintes, soit urbaines, soit topographiques. Et partout, l'idée que ça ne prend pas de place en surface et que ça, c'était quand même un avantage dans enfin voilà, une logique de développement. Et derrière ça, en filigrane, même si on l'a peut-être pas eu de manière explicite dans tous les ateliers, on a quand même un peu un questionnement ou une controverse. Est-ce que c'est un métro pour ne rien changer en surface quelque part et juste permettre un peu plus de fluidité automobile, ou est-ce que c'est un métro qui doit permettre de générer, de réinventer de manière plus générale les mobilités
et peut-être du coup réinterroger ce que l'on fait aussi à la surface, même si effectivement le métro est souterrain et dans certaines stations, dans certains ateliers, on a pointé la question des stations comme un enjeu particulier à travailler. Donc ça, c'est un peu peut-être le deuxième questionnement ce soir, voilà, que l'on pourra travailler avec nos experts. Et puis dernièrement, des questions plus pragmatiques. Effectivement, le coût des projets, les estimations qui ont été affichées ont pas mal fait réagir. Alors l'écho général, le sentiment général, c'est que ces coûts pouvaient se justifier au regard du fait que ces projets de métro sont vus comme des investissements d'avenir finalement pour l'avenir, et que donc ça pouvait justifier que la collectivité investisse fortement, et en même temps effectivement une forme de lucidité, de pragmatisme, de réalisme peut-être, et en disant même si ces investissements se justifient, il faut quand même chercher à les optimiser, les rationaliser. Et là on a eu parfois un peu des débats, notamment aux tables de travail, sur le nombre de stations à indiquer, la nécessité de hiérarchiser quand même un peu les priorités, voire de regarder d'autres solutions alternatives si elles répondaient finalement, si elles ne répondraient pas finalement aux besoins de manière moins coûteuse. Et puis derrière ces questionnements-là, il y a aussi eu la question de la temporalité. Effectivement, on parle de métro qui ouvrirait au plus tôt en 2035, et c'est vrai que dans certains ateliers, on a confronté finalement ce délai-là, cette échéance-là, avec des besoins actuels qui sont déjà bien présents. Et puis peut-être des éléments, alors plus signaux faibles, mais c'est aussi intéressant de les souligner. Voilà, de dire si aujourd'hui on lance un métro, c'est peut-être pas un métro tel qu'on les concevait il y a 40 ans, puisque effectivement le métro lyonnais a 40 ans, mais il faut penser aussi à l'avenir, et on a eu des réflexions sur la nécessité d'avoir une conception d'un métro qui serait évolutif pour pouvoir s'adapter finalement aux besoins de demain, mutualiser des usages entre le transport de voyageurs, mais peut-être de la logistique urbaine, par exemple, la nuit, la question énergétique, et est-ce qu'on ne pouvait pas aussi en faire finalement une infrastructure énergétique, ou du moins mutualiser les besoins énergétiques vis-à-vis de ce métro avec d'autres besoins sur les territoires. Enfin voilà, quelques portes ouvertes qui peuvent être aussi intéressants à avoir en tête pour l'avenir. Voilà, je ne suis pas plus long, mais c'était intéressant de faire le lien finalement avec toute cette matière et tous ces éléments qui ont pu être donnés. Et je vous propose de les rebalayer finalement avec le regard de nos deux experts. Donc je me tourne vers vous, Jean-Marc Hoffner. Vous l'avez vu, on a pas mal d'attentes finalement sur le territoire au regard d'effets assez structurants de l'arrivée du métro dans ces territoires. C'est vraiment le sujet que vous avez étudié, voilà, une partie de votre carrière. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner un premier éclairage voilà, de votre perception de ces effets réellement dont on peut réellement attendre? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Oui, quelques éclairages, quelques convictions, quelques grilles d'analyse, avec beaucoup d'humilité, parce que certains le savent, d'autres peut-être pas. Lyon, pour le reste de la France, c'est quand même la ville où il se passe depuis des décennies des choses intéressantes et importantes en matière de transport. Hein. Je me permets de le dire parce que voilà, quand on est chez soi, on oublie parfois ce qui se passe d'intéressant. Voilà. Alors, il y a des budgets, hein, vous êtes très riches à Lyon évidemment, mais vous avez des taux de couverture aussi extrêmement brillants. Et puis voilà, il y a une certaine continuité, il y a une communauté des transports très importante. Tout ça participe quand même d'une belle réussite. Alors cela dit, effectivement, quand on a quelques milliards à dépenser, il faut savoir où on les met. Et il y a bien non seulement à se demander ce qu'on pourrait faire de lignes de métro, mais éventuellement aussi ce qu'on pourrait faire d'autres avec ces milliards. Donc je pense qu'il faut toujours avoir en tête ça, que bien sûr, tout le monde a envie d'avoir... je vais souvent prendre l'exemple du tramway parce que ça me rappelle Bordeaux, c'est plus simple. Tout le monde veut avoir le tramway en bas de chez soi, tout le monde veut habiter la campagne, mais aussi avoir le tramway. Tout le monde peut considérer que parce que sa commune est dans la métropole, et ben, puisque 10 communes ont eu le tramway, les autres l'auront aussi, en oubliant quand même qu'il faut aussi qu'il y ait du monde dans le tramway, autrement ça devient un peu ridicule.
Voilà, donc dans ce contexte, quatre convictions. Alors la première, c'est plus une conviction, c'est répété, réexpliqué depuis des décennies à longueur de textes et de recherche académique, il n'y a pas d'effet structurant des transports. Alors c'est difficile à avaler parce que, évidemment, quand on dépense des milliards, il faut que les présidents de région de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie puissent dire si on fait une LGV, c'est qu'il y a des effets. Hein. Il faut que quand on fait le Grand Paris Express, on dit il y aura des effets. Et non, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet, et c'était vrai aussi pour le chemin de fer au XIXe siècle. En revanche, il se passe des choses, bien sûr, mais il n'y a pas d'effet structurant au sens d'effet mécanique qui impliquerait une relation de cause à effet et qui ferait que se développerait autour des échangeurs d'autoroutes des zones d'activité, autour des quartiers desservis par une LGV ou un métro, de l'immobilier plus cher ou plus d'emplois ou plus d'habitants. Il peut se passer des choses, évidemment, mais pour l'essentiel, ce qu'il se passe, c'est une amplification et une accélération des tendances préexistantes. Ça, vraiment, je me permets d'insister parce que je suis sûr de ce que je dis, d'autres aussi, y compris dans vos prestigieux laboratoires de recherche, par exemple le laboratoire d'économie des transports à Lyon, mais voilà, c'est difficile pour un décideur, c'est terrible cette idée, parce qu'il a besoin d'expliquer sa décision. Et quand ça coûte très cher, on ne peut pas juste dire ben oui, un métro c'est quand même plus sympa qu'un bus et les gens se déplaceront plus facilement, ça sera plus confortable. Donc on va chercher, à juste titre, d'autres arguments pour faire cet investissement. Je ne vais pas plus loin là-dessus, juste pour vous donner un exemple quand même. Le chemin de fer au XIXe siècle, il a vidé des villes. Il ne les a pas toutes développées, parce que les villes qui allaient mal, ben comme on dit, c'est facile, mais un train comme un métro, on peut le prendre dans les deux sens. Voilà. Une autoroute qui désenclave, entre guillemets, un village dans la montagne, eh ben, le boucher qui avait sa clientèle captive, il perd ses clients, parce qu'ils vont ailleurs, dans la vallée. Voilà. Et tout ça, ça peut se trouver aussi avec un métro. L'exemple des commerces est intéressant, j'y reviendrai peut-être parce qu'ils ont une réactivité forte par rapport au contexte. Hein. Et si je peux dire, garder simplement cette idée qu'un métro se prend dans les deux sens, c'est une manière de faire comprendre cette idée d'amplification, d'accélération. Les prix immobiliers à Bordeaux, ils n'ont absolument pas augmenté parce que la LGV est arrivée. Ils ont augmenté parce qu'ils augmentent depuis 20 ans, qui continuera à augmenter un peu. Et puis, il y a une petite bulle sur la courbe. Et puis, la petite bulle s'est tassée et on continue la tendance. Et voilà. Il y a de très nombreuses décennies, j'étais beaucoup chez vous faire les études de suivi des premières lignes de métro de Lyon. Et on avait trouvé cette même chose. Voilà. Donc, croyez-moi sur parole, si je puis dire, parce qu'on n'a pas le temps de développer, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant. Donc je répète, pas d'effets structurants dans ce sens, mais des effets d'amplification, d'accélération des tendances préexistantes qui permettent d'anticiper, pour que ces tendances qu'on peut diagnostiquer, qu'on peut connaître, soient mesurées à l'aune de ce que le métro peut apporter comme amplification et accélération. Deuxième conviction, sur les plans, finalement, on voit des tracés, on voit des emprises, on voit un tuyau. Voilà. Dans le jargon des gens qui s'occupent des réseaux de communication, on appelle ça le réseau support. Mais on n'a pas encore dit grand-chose quand on a fait ce tracé et construit le tuyau. Parce qu'on n'a pas encore organisé ce qu'on appellera après les réseaux services, c'est-à-dire le mode d'emploi de ce tuyau. Et le mode d'emploi de ce tuyau, il va être très décisif sur les potentialités auxquelles on pourra attacher le métro. Je prends quelques exemples, les interstations,
qui souvent se joue, alors quand c'est des lignes de bus, effectivement, c'est les usagers du coin, le maire du coin qui dit « Ah oui, non, moi je veux mon arrêt de bus », puis on fait des arrêts de bus tous les 100 mètres, et puis on perd énormément en vitesse commerciale, comme on dit, et donc le bus se traîne. Le tramway de Bordeaux, c'est un peu ça. On a les interstations les plus faibles de France, et ben on va beaucoup plus vite en vélo qu'en tramway, et parfois à pied, en courant un peu, on doit aussi pouvoir emprunter le tramway. Donc ça, c'est quelque chose de majeur, cette vitesse que permettra le métro. Et c'est un vrai choix stratégique de se dire, est-ce que je fais un métro façon, je prends des exemples façon parisien, il s'arrête tout le temps, mais il y a des stations partout, ou est-ce que on fait un métro façon londonien, ou façon berlinois, ou façon RER parisien, où les interstations sont beaucoup plus larges, évidemment, donc on est dans une autre échelle, mais où on va plus vite. Je reviendrai là-dessus à propos de ce fameux maillage. Donc, attention. Dans l'anticipation, dans les discussions, j'insiste là-dessus, il n'y a pas que la ligne, c'est évidemment majeur, hein, mais il y a la manière dont on s'en servira, les interstations, les accès, les stations, on reviendra sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on fait des stations? Est-ce que c'est des stations pour les gens qui habitent autour? Est-ce que c'est des stations pour les gens qui habitent loin? Et comme la voirie est un espace rare, on ne peut pas forcément faire tout à la fois. On ne peut pas à la fois faire des super cheminements pour les gens qui viennent en 2 roues électriques, densifier autour et faire quand même un parking relais qui prend beaucoup de place en oubliant, comme le Grand Paris Express l'avait fait au départ, qu'on pourrait avoir aussi des cars qui auraient envie de venir déposer des gens. Voilà. Donc là encore, cet aspect, la manière de penser les correspondances, se dire est-ce qu'on fait des stations qui se ressemblent toutes comme le tramway de Bordeaux, ou est-ce qu'on fait des stations qui sont dans leur contexte, comme le tramway de Strasbourg? Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Troisième conviction, qui va bien avec ce que j'ai dit sur l'absence d'effets structurants, beaucoup donc se joue dans ce que j'appellerais les stratégies d'accompagnement. C'est-à-dire, qu'est-ce que tous les autres acteurs, publics ou privés, vont faire de ce métro? Le bailleur social qui a à construire, est-ce qu'il va se dire, est-ce qu'on va lui dire, ben oui, ça peut être intéressant d'être près d'une nouvelle station de métro. Les commerces, le commerce qui se dit, mais oui, je vais perdre ma clientèle parce que voilà, je vendais mes fleurs très chères parce que j'étais le seul, et puis ils vont comprendre qu'une station de métro plus loin, il y a un fleuriste aussi bien et 2 fois moins cher. Comment je m'adapte? Est-ce que je change de métier? Est-ce que voilà, c'est tous ces aspects. C'est vrai pour les acteurs publics, c'est vrai aussi pour les acteurs privés, pour les opérateurs divers et variés. Donc comment est-ce qu'on aide finalement tous ces acteurs à faire en sorte qu'il y ait une optimisation des bénéfices collectifs et une minimisation des risques, puisqu'il y a effectivement certains, par rapport à cette idée d'amplification de tendances préexistantes, qui peuvent, d'une certaine manière, voir ces tendances qui pourraient être négatives à certains endroits s'amplifier. L'idée du commerce est intéressante parce que finalement, quand on propose une nouvelle offre de transport, on améliore l'accessibilité. Donc on accroît l'aire de marché. Et accroître l'aire de marché, c'est mettre plus en concurrence. Et si on met plus en concurrence, ben effectivement, on positionne différemment les uns et les autres. Dernière conviction, et j'en aurai fini pour cette introduction. Cet accompagnement stratégique, il peut être fait, je dirais, chemin faisant. Il peut être fait quand on commence à se dire bah, ça va être telle ligne, on va positionner telle station plutôt à tel endroit, compte tenu du dynamisme de ces territoires, voilà, qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'y faire. Mais c'est quand même plus simple de favoriser cette maïeutique de la stratégie des différents acteurs. D'abord, si on les met dans le coup, évidemment. Hein, et ça, plus on les met dans le coup de façon œcuménique, entre guillemets, c'est évidemment
facilitant pour la démarche, mais aussi, si on a quelque chose qui ressemble, alors le mot visio global est un peu trop nébuleux ou trop éthéré, mais si on sait quand même globalement vers quoi on a envie d'aller, même si on ne va pas forcément choisir un scénario A plutôt qu'un scénario B, mais qu'est-ce qu'on a envie d'être collectivement dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Avec en particulier une réflexion qui me semble importante, vous l'avez dit, c'est quelles seront les relations entre le centre et la périphérie. Sachant qu'il faut bien définir évidemment ce qu'est le centre et ce qu'est la périphérie, et savoir dans quel système territorial on a envie de se localiser, de se développer, et savoir, on pourra y revenir aussi, à quel moment on change de système de transport. À Paris, c'est simple, les Parisiens, ils ont voulu leur métro à eux. Ce n'était pas le projet, hein, mais ils ont voulu leur métro à eux, ils ont fait un métro intramuros. Donc on change brutalement d'un système très maillé à un système très lâche, le réseau express régional, à une autre échelle. Ce basculement, il faut se demander à quel moment on a envie de le faire. Parce que c'est là aussi où on va localiser les parcs relais, où on va changer de métrique et d'échelle. Et donc je pense que là, voilà, faut peut-être pas se prendre la tête avec Lyon 2040 ou je sais pas quoi. Hein, vous avez fait de super démarches prospectives, en particulier avec Jean Frébault il y a quelques décennies aussi. Mais évidemment, ça aide à faire en sorte que le métro crache, si je puis dire, toutes ses potentialités. Voilà, je m'arrête là avec des formules dont l'aspect scientifique ne vous aura pas échappé. On vous remercie. Donc on a compris, le métro n'est pas une baguette magique et il n'y a pas d'effet automatique et finalement les effets se provoquent et se recherchent. Sonia Lavadino, je ne sais pas si voilà, à distance vous avez pu bien suivre. Est-ce que enfin, voilà, vous êtes un peu d'accord sur ce postulat de départ finalement ? Oui, je crois que c'est vraiment cette question du coût d'opportunité qui moi, m'interpelle beaucoup, évidemment, enfin, comme la plupart des citoyens. Et je crois que c'est, en effet, une époque où nous sommes beaucoup plus lucides sur la question de l'offre et de la demande et sur la question des coûts. Je voudrais souligner que le coût d'opportunité n'est pas uniquement une question d'argent. C'est en effet une question de temps, ça a été souligné par notre vice-président tout à l'heure, et c'est pas faux, c'est-à-dire que quand les projets prennent 30 ans, 40 ans, il y a carrément des transitions générationnelles qui se font, et donc il faut être bien conscient qu'on fait à la fois un pari d'avenir, mais il faut en effet que cet avenir ait du sens encore pour les générations futures qui vont de fait pouvoir en profiter. Donc il y a évidemment peut-être des lignes qui peuvent venir plus vite que d'autres et qui donc pour le coup peuvent répondre à des enjeux plus ou moins du présent ou du futur proche, mais il y a peut-être des lignes qui vont arriver dans un futur tellement lointain que pour finir on se posera en effet probablement la question à ce moment-là si elles sont encore d'utilité. Donc c'est en tout cas quelque chose qu'il ne faudrait pas oublier. Je pense qu'il faudra d'autant plus pas l'oublier qu'on aura quand même deux grandes transitions à l'horizon 2030-2035 qui me semblent importantes de souligner, qui sont d'une part la transition démographique, avec vraiment la transition des baby boomers qui donc seront à ce moment-là quand même dans une relative disparition rapide, hein, et puis l'arrivée surtout de ces nouvelles 4 générations qui sont déjà nées, hein, qui sont déjà là en stand-by, si je peux dire, et pour lesquelles peut-être les désirs de mobilité, les envies et les besoins sont déjà radicalement différents, c'est-à-dire elles optent déjà pour d'autres types de déplacements. Et puis, disons qu'il y aura des enjeux forts, que ce soit en termes climatiques, vous l'avez souligné, on est à la COP26, mais je pense que d'ici 10 ou d'ici 20 ans, c'est plus tellement uniquement des mots hein, ou des COP qu'il nous faudra, même si ce sera la 30e ou la 40e, mais c'est vraiment de l'action. Et de l'action passera justement par des choix mobilitaires qui seront probablement assez différents et en tout cas très décarbonés. Alors bien sûr, le métro en soi est décarboné, mais c'est la question de savoir comment on peut, disons,
enfin ça a déjà été souligné par Jean-Marc Hoffner et précédemment c'est vraiment la question du réseau de services, de comment on arrive à ce métro, avec quoi on le combine, et puis plus largement, c'est les choix de mobilité. Est-ce qu'on doit toujours rester dans une mobilité qui est toujours plus vite, toujours plus loin, Donc c'est vraiment ces questions-là. Je pense qu'on va y revenir, mais en tout cas, je voulais surtout souligner qu'il n'y a pas que de l'argent. Il faut vraiment qu'on tienne en compte ces autres coûts d'opportunité, et notamment un coût d'opportunité qui me semble aussi important de souligner, qui est que c'est cette prochaine décennie où il faut vraiment qu'on se prépare à une transition comportementale majeure, liés, je dirais, à la fois à des besoins de santé qui sont extrêmement forts, on le sait, les coûts de sédentarité sont forts pour toute notre société, on voit à quel point on a vraiment besoin de bouger, et de ce point de vue-là, vraiment les modes actifs, c'est évidemment essentiel, je crois qu'on est tous bien conscients de cela, et donc du coup c'est la question de quelle façon le métro peut être un réseau support pour les modes actifs. Aujourd'hui, il n'est pas tellement conçu dans cet esprit, et donc ça pose beaucoup de questions sur le lien à la surface, la façon dont on y arrive, la façon dont on dessert, à quoi servent les stations. Enfin, c'est des questions que vous avez déjà posées, mais en tout cas, il me semble que si on est dans un basculement de part modale où les modes actifs auront une part beaucoup plus importante dans le futur, ça pose plein de questions sur à quoi ça servira ce métro. Ça pose aussi plein de questions sur la question on va dire, de cet étalement urbain à l'infini, ou en tout cas qui pourra encore se prolonger, parce que, en effet, avec ces effets, on va dire, de densification de certains couloirs, il y aura encore plus d'effets de contraste. Donc ça, c'est aussi une question qui m'interpelle, parce que c'est un réseau qui est déjà étendu, qui est déjà grand en soi pour un métro, j'entends, à l'échelle européenne, bien entendu. Clairement, si on compare avec Shanghai ou d'autres villes qui ont des métros, mais qui s'étalent aussi, j'entends que c'est d'autres échelles de villes. Je crois que c'est toute la question. Et pour avoir, par exemple, travaillé avec la ville de Buenos Aires, où on est tout à fait dans ce type de questions. Enfin, moi, j'adhère, venant de Suisse aussi, où nous, on a plutôt fait le choix du rail de façon très forte. Et on a finalement assez peu fait le choix du métro. Il y a que Lausanne qui l'a fait. On a plutôt des choix qui sont des choix où les métriques vont assez vite, tout de suite, dans des métriques suburbaines et voire rurales. Enfin, où on a une grande continuité par le rail, qui sont peut-être à explorer. En tout cas, je pense que c'est quelque chose ce dernier point soulevé par Jean-Marc me semble extrêmement essentiel, la question d'à quel moment on bascule de métrique et à quel moment ça a aussi du sens de remonter à la surface, si je peux dire. Ça, c'est une question qui m'intéresse, qui m'interpelle beaucoup. Voilà pour ces premières choses que je voulais dire. Merci pour ces premières réactions. On va revenir, on peut peut-être reprendre un certain nombre de sujets. Donc effectivement, vous pointiez, alors je vous le dis parce que vous n'avez sûrement pas entendu, les baby-boomers de la salle ont apprécié la mention à la transition démographique. Mais peut-être la question, Jean-Marc Hoffner, dans la lignée là, de ce que disait en première partie Sonia Lavadino, c'est effectivement si on se projette à 2035, 2040, voire même plus tard, la conception même de la ville, son fonctionnement, on imagine, auront évolué. Est-ce que vous aussi, vous voyez, au-delà des transitions citées par Sonia Lavadino, des tendances à prendre en compte? Et si, je le reformule autrement, est-ce que aujourd'hui, imaginer finalement répondre aux défis de demain par la construction de telles grosses infrastructures un peu rigides aussi quand même quelque part, est-ce que ça a encore un sens finalement, ou est-ce qu'il y aurait d'autres solutions à explorer? Alors, qu'est-ce qu'on a en magasin sur une prospective urbaine? Parce que là, les choses, pendant le confinement, tout le monde a inventé le monde d'après. Il en est resté quelques traces. Il y a un vrai mouvement d'idées, pas encore de comportement, même sur la désurbanisation. Le métropole bashing, les grandes villes sont trop grandes, elles nous bouffent. Tous à la campagne, pour faire vite. Tous à la campagne et dans les petites villes. Alors, bon,
on mesure rien hein, pour le moment. Disons-le, les agences immobilières mesurent ça parce qu'elles ont intérêt à ce que tout monte, donc elles mesurent toujours le moindre frémissement où que ça se passe. Mais voilà, c'est un modèle. Si les métropoles et les grandes villes épuisent les corps, les cœurs, nos âmes, et bon, moi je rappelle simplement qu'à part la région parisienne, nos grandes villes sont des villes moyennes, y compris en Europe. Y compris en Europe. Hein. En Europe, on a 25 villes multimillionnaires et qui sont souvent les villes, les métropoles que les urbanistes aiment bien. Vienne en Autriche, Copenhague, voilà. Donc, on peut se dire quand même que le tous à la campagne n'est peut-être pas pour demain. Ensuite, il y a un mouvement qui est peut-être plus fort, qui était déjà très présent, mais qui s'est renforcé de ce que j'appelle moi l'hyperlocalisme. C'est-à-dire la mise en avant de la proximité spatiale comme organisation efficace pour recréer du lien social, pour recréer du lien politique, pour vivre sa vie quotidienne, qui va avec effectivement une défense des modes actifs. Alors j'ai fait déjà une demande au vice-président de ne plus utiliser le partage modal comme indicateur prioritaire. J'ai une deuxième demande, parce que comme Sonia, je défends les piétons. Alors moi, en tant que baby-boomer, depuis beaucoup plus de décennies, évidemment, que Sonia, mais si on pouvait arrêter de confondre dans un même sac marche à pied et vélo, ça ferait du bien à la marche à pied. Voilà. Parce que depuis 10 ans, 20 ans, on a à juste titre promu le vélo, et que les cyclistes sont beaucoup plus militants que les piétons, qui n'ont pas de syndicat pour les représenter, qui n'ont pas de conscience de classe, et ça fait beaucoup de mal à la promotion de la marche à pied. Et pour le coup, si métro il y a, il faut le penser avec le piéton, le marcheur, qui peut être aussi un marcheur métropolitain, pas seulement un piéton de proximité, et pour lui, le métro, c'est un tapis roulant. Voilà, et il faut... Si on pense tous les aménagements, quel que soit ce qu'on fasse pour le piéton, on change de la vie quotidienne pour le coup. Je ferme ma parenthèse. Voilà, mais ce scénario de l'hyper-proximité qui participe forcément de la décarbonation de nos déplacements et aussi de la réduction des distances. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce qu'on fait de l'existant? Et j'aurai la même réponse, donc je la fais en même temps sur la question de l'étalement urbain. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, de toute façon, il y a 40 ans qu'on lutte contre l'étalement urbain, il y a une loi tous les 5 ans là-dessus, on a raté cette lutte. Donc l'étalement urbain est là. Qu'est-ce qu'on fait? On dit aux étalés, je ne sais pas si c'est des baby-boomers, mais pas que, bon ben voilà... aller rapidement au cimetière et on pourra enfin vivre dans des villes compactes façon ville durable. Non, on ne peut pas dire ça. Est-ce qu'on leur dit, ben oui, prenez de nouvelles trajectoires résidentielles, revenez vers la civilisation? Non. Donc il faut faire avec ce périurbain. Et faire avec ce périurbain, ça peut être souvent le densifier pour qu'il ait un fonctionnement plus confortable pour ceux qui y habitent déjà et pour celles et ceux qui auraient envie, du point de vue de l'action collective, de se dire ben, une desserte en transport collectif ou en voiture pas solo. Moi, je crois beaucoup quand même dans les espaces très peu denses, à tout ce qu'on peut imaginer d'intelligent sans être dans la marginalité, dans des voitures partagées. Il faut de la masse critique. L'élément fondateur d'une fonctionnalité de transport, c'est les masses critiques. Les masses critiques, c'est beaucoup de monde dans un métro, du monde dans un bus ou un tram, mais un peu moins, et puis dans une voiture, eh ben, plutôt 3 personnes et demie que 1,2. Voilà. Et là, on arrive à des systèmes fonctionnants. Voilà. Donc je disais ça pour dire que le compact, la proximité, etc., très bien, mais on n'est pas dans ce monde. Et la transition, elle me semble plutôt à dire faisons quelque chose avec les étalés,
plutôt que de les oublier, finalement, parce qu'on les oublie depuis 40 ans, puisqu'on dit c'est pas bien, donc si c'est pas bien, ben, on s'en occupe pas. Et là, je pense qu'il y a 1000 choses intéressantes à faire, y compris pour penser justement ce moment où on change la métrique du système de déplacement. Soit, je vais plus loin, comme il faudra que je parte finalement assez tôt par rapport à la séquence, soit on se dit le périurbain, il s'autonomise. C'est ce qu'il est en train de faire souvent, il s'autonomise, parce qu'il y a eu une périurbanisation de l'habitat, il y a une périurbanisation maintenant des emplois. Donc on peut se dire c'est pas bien, ça conforte la périurbanisation. On peut dire c'est bien, puisque ça participe de l'autonomisation relative de ce périurbain. Donc là, c'est des vrais choix pour le coup, parce que c'est deux stratégies qui ont toutes les deux leur légitimité, mais qui doivent être menées dans la cohérence. Et de fait, on voit les distances domicile-travail dans ce périurbain ont tendance à ne plus croître, ce qui est déjà un progrès. Et puis on voit aussi une mobilisation du centre par rapport à la périphérie qui globalement, là encore, ne se développe pas. Donc on peut se dire, voilà, il y a un vrai enjeu pour le périurbain. C'est pour ça qu'on a pu critiquer le Grand Paris Express en disant le problème, c'est pas forcément les gens de la lointaine banlieue qui doivent venir à Paris ou à la Défense ou je ne sais trop où, mais c'est des gens qui sont dans un bassin d'emploi relativement autonome et qui auraient besoin de bus qui fonctionnent bien avec de bonnes fréquences. Voilà, donc là-dessus, ce qui me donne plutôt, moi, un modèle. Alors, je ne sais pas quelles expressions vous avez ici, métropole résiliente. Enfin, on est bien dans un système métropolitain, il faut l'accepter et il faut inventer effectivement ce nouveau modèle, ce qui veut dire que oui, moi je ne sais plus où vous en êtes là, la métropole, dans les périmètres et tout, mais enfin en tout cas que les uns parlent aux autres, aux voisins, à des voisins proches ou des voisins lointains, parce que dans un SCOT, par exemple, ça peut se jouer ce genre de choses, hein, de négociation sur voilà, les équilibres relatifs dans une vision d'autonomie du périurbain, des périurbains, hein, ils sont très diversifiés, y compris socialement, ou bien dans une vision polycentrique qu'aiment bien les urbanistes aussi, mais c'est deux visions assez différentes. Et moi, j'aurais tendance à dire que dans tous les cas, le métro aura son utilité. Le métro ou un transport lourd. Finalement, on dit métro, mais l'important là dans le transport collectif, c'est le site propre. Hein, ça va vite parce que c'est un site propre. À Bordeaux, le tramway, il n'est pas vraiment un site propre. Il cohabite avec les piétons parfois, avec les voitures parfois, donc il ne va pas vite, c'est toujours pareil. Donc c'est le site propre. Ensuite, on prend des wagons plus ou moins gros, si je puis dire, pour mettre plus ou moins de monde. Mais là, il y a un vrai choix, c'est ce que je dis, pour que la stratégie d'accompagnement soit cohérente à l'égard de la stratégie métropolitaine au sens de l'organisation territoriale. J'ai trop parlé. Pas du tout. Et c'est tout à fait dans le sujet, mais peut-être effectivement comme le temps file quand même, je me tourne vers mes collègues en régie pour tout vous dire, ils sont derrière ce mur. Peut-être pour nous relayer quelques questions, alors de manière synthétique, hein, voilà, dans le chat. C'est Nathalie qui est avec nous. Elle n'est pas loin, on peut aller la chercher. Alors, est-ce que ça marche? Bon, sinon on fera dans 5 minutes, je ne sais pas, je regarde la régie. Bon, bah, je vous propose peut-être qu'on avance, mais on va revenir sur vos questions. Peut-être Sonia, enfin vous avez déjà un peu pointé la question de l'évolution globale du système de mobilité derrière de nos pratiques et en posant un peu cette question en quoi finalement le métro pouvait aussi être le support finalement d'autres mobilités. Donc peut-être là-dessus, vous laissez un peu nous dire, là, vous aussi, à la manière de Jean-Marc Hoffner, vos convictions sur le sujet.
Ce qui m'intéresse, c'est la question de comment les territoires peuvent se structurer au sens, en effet, d'être à la fois intense en usage. Et ça, on l'a déjà abordé, c'est bien entendu des dynamiques de proximité, mais pas que. Moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Jean-Marc sur la question du fait que nous vivons dans des réalités métropolitaines, des réalités dans lesquelles on ne vit pas dans la proximité. Hein. Mes collègues qui travaillent sur la question de la marche, d'ailleurs, à Montréal, ont pu montrer que même un enfant de 6 ans, il pratique déjà toute la métropole avec toutes les activités qu'il réalise. Tous les sports, toutes les activités extrascolaires, toutes les visites qu'il peut faire à de la famille, à des amis. Donc, je pense que ce serait irréaliste de penser qu'on peut rester dans son quartier. D'ailleurs, à l'époque de ma thèse, j'avais déjà défendu cette idée et c'était justement pour dire que c'était à l'échelle métropolitaine qu'il fallait démontrer l'hypothèse marchable. Je rejoins cette idée du marcheur métropolitain. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des dizaines de kilomètres par jour. Encore que nous avons en Suisse ce qu'on appelle la catégorie des grands marcheurs, des personnes qui marchent plus d'1 heure par jour et qui donc marchent facilement, on va dire, 8-10 km par jour, ce qui en soi n'est pas aberrant. Hein. On a jusqu'au 19e siècle marché même bien plus que ça, mais ce qui est intéressant, c'est plutôt de parler des budgets temps et de parler du fait que dans cette question de la rapidité, toute la question est de savoir si le temps du budget temps de nos déplacements est un temps, on va dire, efficace au sens qu'il est bien vécu, au sens que nous pouvons tirer assez parti de ce déplacement aussi pour accomplir des choses pendant le déplacement qui peuvent être intéressantes, soit dans les lieux mouvements dits des véhicules, soit dans les stations, soit dans les moments un peu entre deux, dans les espaces publics de l'entre-deux. Et c'est là que ça peut être intéressant vraiment de rentrer plus vivement dans le débat de qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée du métro. Il y a certes une rapidité et plutôt, je dirais, un côté direct qui peut être intéressant, ne serait-ce qu'en termes de carte mentale, parce qu'on arrive mieux à savoir où on va quand on a ce réseau métro dans la tête. Hein. Je soulève d'ailleurs le fait que des villes comme Pontevedra en Espagne ont profité de cela pour créer ce qu'ils ont appelé le métro minute, c'est-à-dire que pour marcher, pour le marcheur, ils ont mis en place un système de ce type qui est des cartes mentales faites avec comme des lignes de métro, hein, y compris donc pour la marche. Ça montre que ça peut être intéressant pour la clarté, je dirais, de la géométrie du réseau dans la carte mentale, des accessibilités que ça peut apporter aux gens. Et ça, c'est vrai que ça peut être une grande clarté et c'est pas à négliger ce gain-là, on va dire. Parce que c'est une des choses qui nous rend aussi difficile l'accès à la ville, c'est le fait qu'on n'a pas forcément une clarté cognitive de là où on veut aller, de comment les polarités sont reliées les unes aux autres, on l'a déjà beaucoup dit, hein. C'est clair que la figure de la ligne, si on peut dire, facilite ça, hein, mais il y a peut-être d'autres façons de faire qui permettent cette clarté cognitive, je dirais, et aussi évidemment après la clarté physique pour pouvoir relier ces endroits. Mais donc au-delà de la question de la vitesse, c'est plutôt, je pense, la question de la fiabilité qui est très importante. Et là, je rejoins ce qui a été dit par Jean-Marc sur l'importance du site propre. Mais j'aurais aussi envie de vous souligner le fait qu'on peut faire vraiment du site propre. Nous, en Suisse, on a des sites propres bus qui fonctionnent extrêmement bien avec le bus, y compris d'ailleurs avec le car postal en campagne. On peut aussi faire ça d'une certaine façon sur certaines lignes, on va dire. Et puis, la possibilité de relier des tout petits bourgs en rural peut aussi se faire avec du tram-train, avec du rail. Enfin, je voudrais aussi souligner qu'il y a des modes en surface qui permettent aussi de faire ça. Je dis ça parce que par rapport au coût du souterrain, le souterrain est très adéquat quand au-dessus on a vraiment de la ville dense, hein, et puis il est aussi très adéquat quand en effet il faut vraiment transporter beaucoup de gens. C'est quand même si vous avez un métro toutes les 2 minutes et que ce métro il transporte 300 personnes, ben, c'est 150 personnes à la minute. Et je pense qu'on ne peut pas construire un métro que pour des heures de pointe. Ça, je pense qu'il faudrait aussi quand même bien le souligner. Parce que c'est un investissement, le métro, qui par définition est aussi
quelque chose qui est utilisé sur une grande amplitude horaire, hein, avec des horaires qui tendent d'ailleurs tendanciellement en Europe à monter avec les automatisations vers un usage qui est pratiquement de 24 heures sur 24. Donc ça a effectivement beaucoup de sens dans des villes qui sont denses et qui ont vraiment beaucoup de gens. Il y a évidemment des territoires où c'est tout simplement pas forcément adéquat. J'entends qu'il faut aussi que c'est pas seulement une question de milliards investis, mais c'est aussi que des métros vides ou à moitié vides ou qui passent beaucoup d'heures dans le vide, ben c'est moins intéressant. Cela dit, sur le fait que si autour du corridor on peut vraiment avoir des choses qui se passent qui sont intéressantes et qui en termes justement de ces développements qui peuvent ne pas être structurants, ça on est bien d'accord, ça se passe d'ailleurs souvent pas comme on a prévu, mais si on arrive à faire des contrats d'axe métro, comme on a pu faire par exemple des contrats d'axe tramway à Grenoble, ou si on arrive à faire en sorte qu'on ait un vrai développement dans l'épaisseur de la ville, pas uniquement sur le corridor, et qu'on arrive à faire en sorte aussi que dans les points de jonction de ces lignes, et c'est là que la géométrie du réseau est presque plus importante. Je souligne quand même que la plupart des réseaux de métro qui sont très efficaces sont des réseaux qui ont plusieurs rocades, hein, en tout cas une ou deux lignes qui vraiment font des tours et qui permettent de mieux connecter finalement les différentes lignes entre elles aussi, hein. Les gens peuvent mieux passer d'une ligne à l'autre, hein. Ça c'est aussi un aspect qui est important en termes d'efficacité je dirais du réseau dans son ensemble. Et après il y a aussi le fait que le réseau de métro n'existe pas en apnée, il doit exister en composition avec toutes les autres composantes de la multimodalité. Donc non seulement évidemment de tout le reste du réseau de surface, bus, tramway et autres, mais aussi du réseau ferré d'une part et encore de tous les modes individuels que nous avons déjà cités, la marche au premier chef bien entendu, mais aussi la voiture et aussi le vélo. Donc c'est, je dirais quand même autrement plus complexe qu'à l'époque des premiers métros. On est quand même maintenant dans des villes qui sont beaucoup plus multimodales de fait, en termes de part modale, et aussi, en tout cas, de la volonté qu'on a de faire des villes beaucoup plus multimodales que précédemment. Donc, je pense que c'est aussi une donnée qui, en tout cas, donne plus de poids aux stations et à ce qui se passe en surface et à l'épaisseur des espaces publics, je dirais, à la qualité d'expérience qu'on peut avoir en approche et en attente du métro, qu'uniquement au tuyau en tant que tel. Donc j'aurais tendance à dire en tout cas que sur les 1 milliard ou 2 milliards qu'on peut dépenser par ligne, il me semble que c'est vraiment important que, je dirais quand même une part de ce budget doit vraiment aller à ces interconnexions avec la surface et à ces interconnexions avec l'épaisseur du contexte. Donc c'est un métro finalement qui gonfle, si je peux dire, au sens que c'est vraiment pas que le tuyau, mais c'est vraiment tout ce qui se passe dans son corridor élargi, dans les connectivités qu'il va chercher bien au-delà du corridor. Et ça, nous, on le voit en tout cas en Suisse très fortement dès qu'on a des axes forts. Alors chez nous, c'est plutôt rail, hein, mais on voit par exemple que les marcheurs viennent jusqu'à 2 km, 3 km à pied vers le rail. Les personnes à vélo viennent à 5 km vers le rail. Et les personnes qui viennent en voiture peuvent venir jusqu'à 15-20 km. Donc on a des épaisseurs qui sont très grandes et donc il suffit pas vraiment de traiter l'effet couloir et la question que Jean-Marc posait précédemment est aussi très importante. On n'a parfois pas la place pour tout mettre et il faut aussi peut-être distinguer le contexte des stations un peu au lieu de tenter de tout caser dans les mêmes stations, peut-être avoir des vocations plus claires. Certaines stations sont plus des stations basées sur les dynamiques de proximité, d'autres stations sont plus des stations qui attirent de plus loin. Et en effet, on peut aussi beaucoup jouer sur les pôles étendus. Pas tout a forcément besoin d'être intriqué dans les 2 minutes autour exactement de la station. On peut plutôt faire comme des quartiers finalement, comme à une certaine époque on a pu faire des quartiers de gare. On peut aussi faire des quartiers de métro, si je peux dire, hein, du moment qu'on a une vraie qualité urbaine dans les espaces publics. Et je voudrais souligner que c'est peut-être ça ce qui parfois manque. Moi, j'ai en tout cas pu beaucoup travailler sur cette question spécifique des espaces publics autour des stations pour le RER Genevois qu'on vient d'inaugurer l'année dernière.
Et donc, on a beaucoup travaillé cette question de la qualité des espaces publics, du fait d'avoir aussi des espaces verts, des espaces de séjour, des espaces de sociabilité dans lesquels on peut être, et on n'est pas uniquement dans un paradigme de vitesse, mais on est vraiment dans la logique que le métro va aussi servir à augmenter l'urbanité de ces territoires-là. Et la station va être une opportunité pour cela. Pas seulement la station en tant qu'infrastructure, mais la station comme opportunité pour créer un vrai espace urbain où les personnes peuvent se rencontrer. Merci Sonia. Donc effectivement, on voit que le métro, bien qu'il soit enterré, on peut en attendre finalement des effets en surface, mais et là je crois que vous rejoignez, ça se travaille finalement et ça se conçoit dès le départ. Jean-Marc Hoffner, là-dessus, enfin, vous êtes sur la même longueur d'onde, peut-être des précisions? Oui. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut attribuer des qualités potentielles différentes au métro et au tram, par exemple. C'est plus conjoncturel que ça. C'est vrai qu'on a inventé le tramway à la française. Il y a un French model du tramway. Le French model du tramway, c'est qu'on fait plein de choses autour. Bon, c'est beaucoup parce qu'il y a des financements concomitants qui le permettent. Hein. On peut payer de l'espace public avec le tram. Il y a des tas de villes d'Europe qui ont des tramways qui roulent très bien, qui sont quasiment dans la circulation, même s'ils sont en site propre. Hein, voilà. Donc on peut, voilà, là encore, il n'y a pas d'effet mécanique. Le métro, c'est souvent lié quand même à la façon dont on le construit. Quand on construit en tranchée ouverte, ben voilà, il y a une rue qui ne fonctionne plus pendant un an. Bon, on se dit, bah oui, bah, finalement, elle fonctionne très bien comme ça. On va la piétonniser. À Toulouse ou à Lille, quand on construit 13 en profondeur et un tunnelier, on peut se dire, ben voilà, c'est très bien comme ça, il y a des voitures, on les laisse tranquilles. Donc, voilà, les qualités du système technique peuvent un peu aider ou au contraire contraindre, mais grosso modo, on peut faire ce qu'on veut. Je voulais insister sur une chose dont a parlé Sonia. On y arrive. On laisse terminer monsieur Oui, allez-y. Il va y avoir la synthèse, ça arrive. Ça arrive. On a eu un petit problème technique, mais on va relayer vos questions. Voilà. Tiens, on le laisse terminer, voilà. s'il vous plaît. Je suis désolé, je vais être très frustré moi aussi parce que je vais devoir partir, parce qu'il se trouve que les liaisons ferroviaires entre les deux plus grandes villes de France s'arrêtent à 21h. Voilà. Ce qui est un sujet intéressant aussi d'ailleurs. Hein. Donc je vais être obligé de vous quitter. Donc juste, je dis une minute et je vous laisse. Les Strasbourgeois ont inventé le 1% piéton avec le tramway. 1% du budget du tram est consacré non pas aux espaces publics concomitants juste autour de la station, mais à des cheminements vers la station. Et ça, je trouve que c'est très puissant, parce que justement, ça irrigue plus largement, hein, ça accroît l'aire de chalandise de la station, et ça donne aux piétons, pour une fois, un marqueur financier intéressant, avec quelque chose qui peut ressembler effectivement à des quartiers qui vivront plus en organisation avec des cheminements piétons. Merci. Alors, pour arrêter la frustration de la salle, je vous propose peut-être d'écouter les éléments qui ont été repérés sur le chat, et après, notamment, monsieur, vous pourrez poser votre question si vous ne vous y reconnaissez pas dedans. Alors, Nathalie, est-ce qu'on est prêt là, ce coup-ci? Alors, on a eu beaucoup de propositions très locales, notamment avec des propositions de fusion de la ligne E et B. Ensuite, il y a eu pas mal d'échanges sur l'intermodalité et les alternatives et la complémentarité des transports, notamment avec la région, les TER, voilà. Et puis, la question du temps des projets aussi est revenue plusieurs fois. Effectivement, c'est des projets qui prennent du temps et du coup, ça interroge beaucoup les participants sur la réalisation future de ces projets-là. Ok, sur les délais de réalisation. Voilà. Très bien. Alors, on peut peut-être prendre une ou deux questions dans la salle avant de laisser nos intervenants répondre.
Allez-y, normalement le micro était allumé. Voilà, ça marche, monsieur. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir à tous. Moi, je suis habitant de Francheville. Donc, évidemment, c'est le métro qui m'intéresse le plus. J'avais participé il y a 2 ans au débat sur cette ligne qui est très attendue par tout l'Ouest lyonnais, et notamment par l'option de Pardieu. Je suis étonné que ça reste encore une option. Pour moi, le fait que cette ligne aille jusqu'à Pardieu, c'est indispensable, je pense, pour tous les gens de l'Ouest, parce que c'est vraiment une destination où on va souvent, où on est obligé de prendre notre voiture actuellement pour aller chercher la famille, les amis, ou pour prendre des transports en commun pour aller dans d'autres villes. Donc je suis étonné que ça reste encore une option, et je voudrais comprendre pourquoi c'est encore une option. Alors, je ne suis pas sûr qu'on... Enfin, on va prendre d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres... monsieur, là. Bonsoir. Alors, ma question, c'est pourquoi construire des prolongements de métro ou des métros coûte-t-il de plus en plus cher? Alors, je m'explique. Dans les années 70, on a construit la ligne A, la ligne B, 14 stations. Donc, dans les années 70, on a fait ça en 5 ans, à peu près. Dans les années 90, on a construit la ligne D, 14 stations également. Là, si je fais le cumul des prolongements de la ligne B, A, B et D, on a probablement aussi dans les 14-15 stations, et on prévoit ça sur 30 ans, alors que dans les années 70 et 90, on faisait ça en 5 ans. Très bien. Alors, une dernière peut-être, oui. Monsieur. La métropole n'était pas aussi riche. Oui, bonjour, Bernard Colombo, président du site Centre Presqu'île. J'ai un problème de méthodologie. Quand on évalue un projet, on ne compare pas la situation actuelle à la situation de projet, mais on compare la situation de référence. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait si le projet ne se fait pas par rapport à la situation de projet? Et la situation de référence, je ne l'ai jamais vue dans tous ces documents, à la fois en 2019, à la fois maintenant. Donc, on rejoint un peu la notion aussi de coût d'opportunité, y compris à ne pas faire. Alors, peut-être pour répondre, je ne suis pas sûr que nos intervenants soient les mieux placés pour répondre à toutes ces questions, mais j'en dirai 2 mots, peut-être avant de vous libérer. Voilà, au final, un projet de métro peut quand même se justifier. Moi, c'est ça que j'entends quand même l'un et l'autre de vos propos, mais il doit se réfléchir un peu de manière globale et dans un contexte. En quelques mots, en synthèse, un peu finalement, nous alerter sur les points, les conditions finalement d'opportunité de ces projets, et peut-être, puisque malgré tout, on pourra revenir effectivement sur la question de la capacité à réaliser rapidement, mais il y a une logique de priorisation, vers quoi il faut se tourner, quelle peut être un peu la boussole pour prioriser différents projets. Alors, il y a une boussole intéressante dont on n'a pas encore parlé, c'est le fameux transfert modal. C'est-à-dire, si on fait un métro, c'est aussi pour qu'il y ait soit plus de monde dans des voitures partagées, soit... ou moins de voitures sur la voirie, donc un passage effectivement de la voiture vers le transport collectif. Alors on sait des choses intéressantes sur ce transfert modal, c'est que globalement, un ménage ou un individu qui habite quelque part et qui voit arriver une station de métro en bas de chez soi, il ne change pas de comportement. Il change de comportement si, je ne vais pas dire si et seulement si, mais surtout si, ça change par ailleurs pour lui. C'est-à-dire, s'il y a une évolution dans son activité professionnelle, s'il travaille ailleurs, s'il y a le grand ado qui s'en va de la maison, voilà. Autrement, d'une certaine manière, ça ne suffit pas, l'offre nouvelle de transport. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait assez bien dans ce qu'on a pu faire en termes d'études de suivi. Donc, ce qu'il faut se dire par rapport à l'idée, certes, de desservir des gens, mais aussi de changer l'économie globale du système de déplacement, c'est que c'est intéressant d'aller, entre guillemets, là où ça bouge. Alors, là où ça bouge, ça peut être en termes de mutation urbaine,
Hein. Et là où ça bouge, ça peut être aussi en termes d'évolution de trajectoire résidentielle qui peuvent être plus importantes à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Ça, je pense que c'est un résultat intéressant, c'est-à-dire de conjuguer les mutations de l'urbain, les mutations du système, les mutations sociétales d'une certaine façon, pour que, là encore, les potentialités du métro par rapport à cette ambition de transfert modal puissent jouer à plein, en ajoutant que, on ne le dit pas trop, mais il faut se le dire un peu plus, que si on a effectivement cet objectif de forte réduction des déplacements carbonés et du trafic automobile, parce que vos voitures peuvent devenir toutes électriques, il y aura autant de congestion, ça ne changera rien évidemment, c'est intéressant de penser à comment on régule le trafic automobile. Et grosso modo, en France, on a très peur de ça, donc on triche un peu. On triche un peu avec le stationnement, qui est un formidable régulateur de choix modal, comme on dit. Et puis, on a aussi cette capacité à réduire finalement l'espace de voirie grâce au transport collectif. Mais il y a d'autres moyens. Il y a le péage urbain, il y a le rationnement, entre guillemets, qu'on peut imaginer de mille manières. Il y a la fiscalité, il y a Singapour, il y a Stockholm, voilà. Et ça, je trouve qu'à l'occasion de ce type de projet, il peut y avoir une montée en généralité du débat sur cette question de ce transfert modal et de cette nécessaire réduction du trafic. Très bien, ben merci pour cet enseignement. Je vous laisse, je suis confus. On vous laisse prendre votre train, il n'y a pas de souci, c'était prévu comme ça. Peut-être Sonia, et merci beaucoup, peut-être, vous pouvez l'applaudir, mais je ne veux pas vous frustrer. De la même manière, Sonia Lavadino, peut-être quelle serait votre boussole, vous, pour finalement identifier là où les projets vous paraissent les plus pertinents, avec le plus de potentialité? Je pense que, j'abonde dans le sens de Jean-Marc sur la question du fait que c'est les cycles de vie. C'est quand nous sommes en transition dans un cycle de vie que nous changeons le plus de comportement. Et donc, c'est un bon moment quand nous avons, par exemple, des enfants qui sont un peu plus autonomes, qui ont 10-12 ans. Pour le coup, ça nous laisse un petit peu de marge de manœuvre pour reprendre d'autres types d'habitudes, ou quand en effet il part du nid, ou quand on change de travail, qu'on se rapproche par exemple de son domicile. Parfois c'est l'inverse, on va plus loin. Quoi qu'il en soit, ce sont des moments où on repense globalement toute sa mobilité, notamment quand on déménage. Donc ça, ce sont des bons moments. Donc c'est vrai que si je devais prioriser pour les 4 lignes, l'un des aspects importants, c'est en effet de choisir des territoires qui sont en mutation ou qui peuvent accueillir par leur régénération, y compris en faisant de la ville sur la ville, ou tout simplement parce qu'ils sont, on va dire, réaccueillent des nouveaux habitants finalement, ou des nouveaux emplois, ou d'autres types d'activités, parce qu'ils offrent des nouveaux attracteurs. Ce sont pour le coup des opportunités, c'est-à-dire que si la ligne comporte ou bien des nouveaux quartiers d'habitat, ou bien des nouveaux pôles où il y a des emplois, ou ça peut être aussi qu'aujourd'hui on voit apparaître des tiers-lieux, ou on va dire des endroits où les quartiers changent et accueillent beaucoup plus des nouvelles pratiques de travail, ou des tertiarisations du travail qui sont ni à la maison ni au travail même. Nous, en tout cas, on connaît beaucoup ça en Suisse, et ça s'accélère avec le Covid. Ce qu'on peut voir aussi, je pense qu'il peut être vraiment intéressant, c'est d'y aller aussi par des attracteurs qui sont pour d'autres motifs. On a beaucoup discuté là de motifs liés au travail, mais je voudrais aussi insister sur le fait que le métro sert aussi et peut vraiment être utile. On le voit par exemple beaucoup à Copenhague, comme un métro qui dessert les pôles de loisirs, les pôles
de sport, les pôles d'activité nocturne. Et ça, c'est aussi, j'insiste, un levier de transfert modal qui est très important parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans une logique dans laquelle tout ce qui nous fait plaisir, toutes les choses qu'on fait pour nous-mêmes, en lien avec des activités qu'on veut faire avec notre famille ou avec nos amis, toutes les activités finalement du soir et du week-end, ce sont essentiellement des activités qui sont réalisées encore beaucoup en voiture, même si on a par ailleurs déjà fait d'autres types de choix pour se déplacer la journée, en semaine. Et donc, je pense que c'est aussi assez important de réfléchir à cela. En tout cas, nous en Suisse, la politique aujourd'hui qui va dans le sens de développer l'orientation à l'échelle nationale pour les transports publics pour les 20 années à venir, elle va dans le sens de dire qu'on veut vraiment recapturer tous ces déplacements liés à notre temps libre au sens large du terme, nos loisirs, nos achats. Et je pense que c'est aussi un élément clé parce que pour moi, on parle beaucoup de desservir les origines, desservir l'habitat, mais c'est aussi essentiellement desservir les destinations, desservir là où les gens ont envie d'aller. Ça me paraît aussi assez essentiel à mettre dans la balance des priorisations. Très bien, ben merci beaucoup. Voilà, donc on retient ces idées de transfert modal, cycle de vie, et puis je crois que Jean-Marc Hoffner le disait, le métro se prend dans les deux sens, donc regardez aussi effectivement ce que ça ouvre comme opportunité pour chacun. Merci à vous Sonia pour ces éclairages. La salle vous applaudit aussi. Je vais laisser Jean-Charles Colas peut-être me rejoindre, peut-être pour rebondir sur les questions qui ont été posées, alors qui s'adressaient finalement assez peu à nos experts qui n'étaient pas lyonnais. Effectivement, sur la question de Pardieu pour la ligne E, c'est un débat qu'on a eu dans les 3 ateliers consacrés sur le sujet. Peut-être, enfin voilà, pour vous y répondre, monsieur, effectivement, en 2019, ce n'était pas dans le projet, mais c'est sorti comme une demande finalement assez forte, et les études qui ont été réalisées pour travailler cette consultation ont permis d'étudier finalement ce tronçon Bellecour-Pardieu qui à l'époque n'avait pas été étudié. Si je me fais l'écho quand même un peu des échanges qu'on a eus sur les 3 ateliers, on voit que ça reste un sujet de débat, non pas que la question d'aller jusqu'à Pardieu ne serait pas pertinent, c'est-à-dire que je crois que dans tous les ateliers, on a dit la connexion pour Pardieu est importante à la fois pour l'ouest lui-même, à l'échelle de la métropole pour mettre en relation l'est et l'ouest, et on a même dit aussi pour le centre de Lyon et éviter peut-être un certain nombre de flux de transit, si je synthétise un peu les idées. Ce qui a été aussi dit, enfin les débats qu'il y a aussi eu dans les ateliers, c'est finalement que c'était peut-être pas quand même la priorité par rapport à la desserte de l'Ouest lui-même pour aller jusqu'à Bellecour, et un certain nombre de participants trouvaient que finalement, une fois qu'on est dans le centre, on peut rejoindre déjà Pardieu assez facilement. Le débat n'a pas été tranché, mais on l'a eu en disant, voilà, il faut peut-être pas alourdir le projet en voulant le conduire à tout prix jusqu'à Pardieu. C'est un peu à ce stade l'état des réflexions. Et puis sur les autres questions qui renvoyaient plus aux questions de coûts, et comment ces coûts ont pu évoluer dans le temps, et peut-être la manière de les appréhender derrière les coûts d'opportunité. Alors, vous m'excuserez, je ne suis pas technicien, je n'ai pas de réponse de fond, je ne suis pas sûr que M. Colas en est aussi précise. Néanmoins, je vous invite à nous rejoindre dans la suite de la consultation, avec notamment un premier atelier thématique qui aura lieu le 18 novembre pour parler de ces questions-là, du fonctionnement du métro, de sa conception, et notamment voilà, les questions de coûts et les manières de l'aborder. Donc là, à cette occasion, on pourra vous apporter voilà, plus de contenu et un certain nombre de réponses. Peut-être avant de vous passer la parole pour la conclusion, Jean-Marc Colas, un petit détour avec Marc, notre facilitateur graphique, voilà, pour voir un peu les éléments voilà, qu'il a identifiés. Alors, on regardera tout ça à tête reposée, mais je crois qu'effectivement, penser à accompagner l'arrivée du nouveau métro dans la ville, et cette idée d'accompagnement qui a été beaucoup soulignée, et que finalement, les effets ne sont pas automatiques et doivent se rechercher et se travailler. Donc peut-être dans la deuxième étape de notre
notre consultation, je vous le dis collectivement, avoir des réflexions aussi sur quelles pourraient être ces stratégies d'accompagnement et les visions finalement que l'on met derrière les infrastructures. Et puis la question effectivement des nouveaux usages qui sont aussi des points qu'on a pu aborder dans ces premiers ateliers, mais peut-être pas de manière aussi, on l'a peut-être pas aussi pointé que ce soir jusqu'à présent. La question du temps qui est beaucoup revenue, et c'est vrai que dans les premiers ateliers on l'a abordé en termes d'économie de temps de manière un petit peu rationnelle entre guillemets, voilà, mais on voit qu'on peut avoir une autre perception de temps et se poser la question si c'est ce critère-là qui doit autant structurer finalement nos politiques de mobilité, et puis la question des espaces de vie et finalement de ce qu'on fait à la surface. Merci Marc pour ce travail un peu en direct. Jean-Charles Colas, je vous passe la parole finalement peut-être pour conclure. Est-ce que ça vous a évoqué ? Oui, je vais quand même tenter de répondre un petit peu à un certain nombre d'interrogations qui ont été posées sur le chat et peut-être un peu dans la salle. Beaucoup de questions, effectivement, j'ai senti des frustrations par rapport à la soirée de ce soir. Donc je vais donner un moment d'explication. On a, vous l'avez rappelé Olivier, et on en a parlé, organisé déjà une douzaine d'ateliers en proximité. Donc on est venu 3 fois dans le territoire du métro E parler du métro E. J'imagine que vous êtes venus à ces ateliers. Et pareil pour les autres territoires et corridors. Et c'était vraiment un premier temps de concertation. Il y a un deuxième temps qui commence aujourd'hui et qui va se dérouler encore sur un bon mois, où il y aura encore des ateliers avec, y compris, pour ceux qui s'inquiétaient sur le chat, des ateliers, des temps de comparaison entre les 4 projets. Je voudrais quand même rassurer tout le monde. Notre intérêt, c'était de travailler avec les territoires sur le besoin de mobilité. Et je vais être très honnête, dans tous les 4 corridors, on a un besoin de mobilité qui s'exprime et qui est très fort et qu'on connaît. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé la consultation sur ces 4 projets et pas sur un certain nombre d'autres qui pouvaient être dans les cartons. Et donc, il nous a semblé important que, voilà, on n'est pas là pour comptabiliser sur chaque corridor combien il y a d'habitants qui veulent un métro E ici, A là-bas, ou B ailleurs, ou C ou D pardon ailleurs. C'est pas ça du tout l'objectif de la consultation. Et donc cette soirée qu'on a souhaité organiser avec la conférence de Jean-Marc et de Sonia, c'était pour essayer de nous donner justement un peu de hauteur, pour essayer d'avoir une vision globale métropolitaine. Parce que contrairement à ce que certains souhaitaient, nous avons, nous, souhaité qu'on ait une vraie réflexion collective sur un plan métro de la métropole, pour qu'on ne cache pas la poussière sous le tapis, qu'on ne dise pas on va réaliser celui-là parce que ça fait plaisir à un tel ou un tel, mais qu'on ait vraiment une vision collective en disant ben voilà, quels sont les enjeux sur la table, voilà quels sont les besoins de mobilité des 4 territoires, des 4 corridors, quels sont les coûts des projets pour chacun, et du coup, si on en choisit un plutôt qu'un autre, si on les priorise comme ça, quel est l'impact sur les autres, où il y a quand même un besoin de mobilité. Et moi, quand je dis, par exemple, je vais faire le métro A plutôt que le métro E, ben, ça veut dire que je reporte le métro E de 10 ans, ou inversement. Donc ça a un impact sur une partie de la population métropolitaine, et donc il nous a semblé intéressant plutôt d'essayer de réfléchir collectivement à comment on peut trouver ensemble la meilleure solution. Et l'éclairage de ce soir, moi en tout cas, m'a apporté beaucoup de réflexions et d'idées, parce que c'est pas si simple que ça, la mobilité. C'est beaucoup plus compliqué. Et effectivement, comme vous l'avez rappelé monsieur, en 2019, il y a eu une concertation sur un projet de métro E à Laï-Bellecour, et la conclusion de cette concertation, de manière très majoritaire, c'était que ce projet était insuffisant et qu'il devait être étudié jusqu'à Pardieu. Sauf que, et du coup, je vais en profiter pour répondre à des questions qui sont faites dans la salle. Dans les années 70-80, et je crois qu'il y a certains qui sont là, qui y ont largement participé, on a construit des métros, notamment en tranchées ouvertes. En tranchée couverte, pardon. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un tunnelier qui passait sous terrain, on avait une surface, on creusait la surface à l'air libre et on recouvrait derrière. C'était beaucoup moins coûteux et beaucoup plus rapide à réaliser que ce qu'on fait aujourd'hui. Ça, c'est un enjeu important. Et puis, depuis 40-50 ans, la réglementation a un peu évolué aussi. Et aujourd'hui, on a des enjeux dont on tenait moins compte il y a 40 ou 50 ans. Et sur notamment un certain nombre de projets qui sont en débat ici, notamment la prolongation Bellecour-Pardieu, mais aussi sur la question du métro B, la prolongation du métro B, on a un enjeu
peut-être qu'il y a 40 ou 50 ans, on prenait moins en compte et qu'aujourd'hui, on prend énormément en compte et que je crois que tout le monde va partager l'idée qu'il est nécessaire de le prendre en compte, c'est celui de la nappe phréatique. À force de faire des infrastructures souterraines dans la nappe phréatique, à force aussi de faire des outils de climatisation ou de chauffage grâce à la nappe phréatique, on réchauffe la nappe phréatique. Et au bout d'un moment, la nappe phréatique, surtout en ce moment où le niveau d'eau baisse et qu'on nous promet, grâce au dérèglement climatique, après la fonte des glaciers, la baisse du niveau du Rhône qui va faire baisser encore plus la baisse de la nappe phréatique, ben on a un vrai enjeu de qualité de cette nappe phréatique. Je ne suis pas certain que nos enfants ou nos petits-enfants, qui pourront se déplacer partout en métro, seront heureux s'ils ne peuvent plus avoir d'eau potable. Et donc il y a des enjeux environnementaux et sanitaires qui sont extrêmement importants à prendre en compte. Plus des enjeux techniques, ce n'est pas les techniciens ici présents qui vont me contredire. Entre Bellecour et Pardieu, c'est très compliqué, comme entre d'ailleurs Pardieu et le plateau nord, parce qu'il y a déjà beaucoup d'infrastructures souterraines, qu'il faut donc qu'elles se croisent, qu'elles passent dessous. Il y a d'autres métros et puis il y a d'autres infrastructures. Et donc tout ça est très compliqué. Donc voilà pourquoi c'est plus long, voilà pourquoi on se pose des questions et voilà pourquoi c'est pas si évident que ça. Après, il y a le besoin de mobilité. Et moi, je reviens là-dessus parce que on croit des choses, moi comme vous, hein, je me mets dans le même lot, ce qui nous semble évidente en matière de mobilité. Et effectivement, dans le débat sur le métro E, j'étais aussi complètement en phase en disant c'est vrai que c'est con de s'arrêter à Bellecour, faut aller sur Pardieu. Et en fait, quand on étudie clairement le besoin de mobilité des gens, on se rend compte que la moitié des gens qui, entre guillemets, seraient en plus si on prolongeait ce métro E jusqu'à Pardieu, ben en fait, ils font que le trajet Bellecour-Pardieu. Le trajet Bellecour-Pardieu, je reprends la parole de Sonia ou de Jean-Marc tout à l'heure, c'est un trajet que plus de la moitié des habitants de la métropole peuvent faire à pied très tranquillement. C'est vraiment très court. C'est moins de 2,5 km, 2 km, même pas. Mais ceux qui ne peuvent pas le faire à pied peuvent très bien le faire en transport en commun aujourd'hui. Il y a déjà un certain nombre de transports en commun. Je crois de mémoire que c'est autour d'un quart d'heure de temps de transport. Voilà. Donc la question, c'est vraiment, est-ce que ça vaut le coup de ralentir un projet, de lui faire un coût supplémentaire qui du coup empêchera de faire d'autres projets, hein, les 500 millions supplémentaires minimum pour faire Bellecour-Pardieu, c'est 2 projets de tram. Voilà. Pour, en fait, si peu de gains de temps de parcours et tous ces impacts-là. Donc toutes ces questions, elles sont nécessaires, il est nécessaire qu'on se les pose. Et évidemment, on se les a posées, on les a présentées d'ailleurs en atelier, hein, sur les 4 corridors. Et on va encore plus rentrer dans le détail dans les prochains ateliers qui vont avoir lieu, qu'Olivier a traités, qui sont tous sur la plateforme de consultation, sur laquelle vous pouvez bien sûr vous inscrire pour participer, etc. etc. Et ces temps-là vont venir progressivement dans les semaines qui viennent. Il me semblait qu'il y avait une autre question à laquelle je voulais répondre, mais bon, je l'ai oublié, c'est pas très grave. On y répondra sur le chat, bien évidemment, et sur le site. Là où je veux vraiment vous inviter, c'est... moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrive à construire collectivement un plan, alors pas à 40 ans, hein, parce que dans la salle, on sera plus très nombreux à être là dans 40 ans. Et en tout cas, moi, je ne vois pas comment des élus peuvent faire des plans à 40 ans. 12-15 ans, c'est déjà beaucoup. Hein. Mais je n'ai pas du tout l'intention de rester élu encore 40 ans. Mais de faire un plan clair, de toute façon, il faudra qu'on le fasse dans le cadre de notre plan de mobilité global, qui comprenne les projets de lignes fortes de transport collectif, que ce soit du métro lourd, du métro léger, du tramway, du bus à haut niveau de service, et que tout ça soit cohérent. Et cette consultation sur ces projets métro, elle va participer à construire ce plan. On va avoir, dans les semaines qui viennent, des réflexions qui sont sorties des ateliers. C'est, par exemple, je vais toutes les citer, comme ça on va être très clair. Pour la prolongation du métro à l'Est, on est sur le tracé de T3. Est-ce qu'on peut, plus rapidement, améliorer le fonctionnement de T3 de manière très significative pour augmenter sa capacité, la fréquence, la capacité, etc. Et du coup, pour un coût moindre et un temps de réalisation beaucoup plus court, répondre aux besoins de mobilité. Sur la prolongation du métro D à la Duchère,
Et d'ailleurs, c'est même un certain nombre des habitants au dernier atelier qu'on a fait il y a une quinzaine de jours qui nous l'ont dit très clairement, qui nous dit non, il n'y a pas d'opportunité à prolonger ce métro. En revanche, nous, on a déjà un beau réseau de bus. En revanche, on a un intérêt à desservir les territoires en amont. Mais pour aller jusqu'à Écully, Limonest, et je pourrais en citer plein d'autres, c'est pas avec un métro qu'on va le faire, parce que là, on empêcherait tous les autres projets, vu le coût que ça coûterait. Donc, quelles sont les solutions pour qu'on puisse aller chercher les gens en amont, pour qu'effectivement, ils ne traversent plus le quartier de la Duchère et surtout Vèze, qui est saturé de voitures. Voilà. Sur la prolongation du métro B sur le plateau nord, on a les mêmes questions. Passer sous Charpennes, puis sous le Rhône, puis remonter à Caluire, c'est un enjeu technique énorme. Et donc un coût énorme. Est-ce qu'on n'a pas d'autres solutions qui nous permettraient plus rapidement de répondre aux besoins de mobilité des gens du plateau nord, qui est évident, hein, il faut aller vous promener dans la Cité Nouvelle pour vous dire, mais celui qui a construit ça, pourquoi n'est-il pas déjà en prison ? Je le dis parce qu'en plus il y a un élu de Drieux en face de moi, mais je le pense vraiment, et ça fait référence à un texte très poétique bon, voilà. Il y a un vrai besoin, mais comment est-ce qu'on arrive à y répondre, non pas dans 20 ou 25 ans, hein, mais avec une solution technique qui est réalisable et un coût qui est assumable. Et pour le métro E, c'est la même question. Oui, il y a un besoin de mobilité très fort, il y a même deux besoins de mobilité. Vous les avez cités d'ailleurs, non, je crois que vous avez cité que l'Ouest lyonnais. Il y a un besoin de mobilité pour l'Ouest lyonnais et il y a un besoin de mobilité, je le dis puisque la maire du 5e est là aussi, pour le plateau du 5e. Ce n'est pas obligatoirement les deux mêmes besoins. Et on a une obligation à répondre à ces deux besoins. Est-ce qu'on y répond dans 15 ans pour le premier et puis dans 30 ans pour le deuxième, ou est-ce qu'on essaye de trouver une solution pour y répondre plus vite? C'est ça les questions qu'on va se poser dans les semaines qui viennent. L'objet de la conférence de ce soir, c'était d'essayer de prendre la hauteur pour justement trouver ensemble les moyens de répondre à ces questions-là. Et je ne doute pas que dans les ateliers qui vont venir, on puisse encore échanger pour arriver à répondre à ces questions-là. Et j'ai vu qu'il y avait des questions dans la salle. Je ne sais pas si Olivier... on peut prendre quelques minutes pour prendre quelques questions supplémentaires. Il n'y a pas de souci. Je vois Madame au fond. Je ne sais pas si on a d'autres. Moi, je suis pour le métro E. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord pour qu'il passe à la Pardieu, parce que j'ai vécu 13 ans à Lyon 3. Là-bas, c'est le premier pôle multimodal. Donc, la maire de Lyon 5 sait que j'étais contre la dernière fois. Donc, toujours contre. On verra pour la Pardieu. En plus, Jean-Charles Colas a parlé d'écologie. Je suis verte. Verte de rage d'avoir encore un mec de l'Ouest lyonnais qui n'a toujours pas compris que l'important, c'est que le tracé initial s'efface. Il y a Lyon 5 qui est important, il y a Tassin, Francheville, Chaponneau. Je parle de la CCBL, de Pays de l'Arbrel, parce que moi, j'y vais là-bas. Moi, je parle aussi des autocars du Rhône. C'est la galère pour les gens qui viennent de là-bas, qui viennent travailler sur Lyon. J'ai des gens qui viennent de Tarare travailler à mes côtés. Je travaille dans une entreprise nationale. Alors là, par Dieu, veux-tu m'excuser, mais ça va être vulgaire, c'est dans ton cul. On va éviter à cette heure-là de... Donc, mais vous n'imitez pas à la métropole. Pensez aussi au Pays d'Arbrel, au QCRS, à la CCBL. C'est la moitié à la métropole et à la moitié à l'extérieur. Ils n'ont pas de bus, c'est tout. Si je puis me permettre justement... de répondre à cela. Alors là, il y a un vrai besoin, et monsieur l'avait dit tout à l'heure, effectivement de développer, et d'ailleurs ça répond complètement à ce qu'a dit Jean-Marc Hoffner tout à l'heure, de développer les liaisons avec le périurbain. On va le dire sans que ce soit critique, mais jusqu'à présent, on a une vision un peu auto-centrée sur la métropole et voire sur le cœur de la métropole. Aujourd'hui, on est obligé de réfléchir plus bassin de vie. Le bassin de vie, c'est l'aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne, et en particulier avec les territoires qui sont tout de suite en proximité de la métropole. Vous en avez cité un certain nombre, la CCVL, la CCPA et d'autres. Alors ça tombe bien, puisque grâce à la loi d'orientation des mobilités, à partir de l'année prochaine, ils seront intégrés
à l'établissement public Citral, ce que deviendra le Citral au 1er janvier 2022. On sera avec tous ces territoires ensemble. Et il y a des enjeux à développer des lignes de transport collectif efficaces sur ces territoires. Ce ne sera pas du métro. Hein. On ne montera pas à Vaugneray ou à l'Arbanne en métro, on est bien d'accord. Comme l'a dit Jean-Marc Hoffner et comme l'a dit Sonia aussi, Lavadino, il y a un moment où on bascule d'une zone hyperdense où le métro se justifie à des zones de moins en moins denses où là on peut faire des choses sur rail, des choses sur route aussi, avec des bus à haut niveau de service comme on est en train d'en faire un vers l'Est lyonnais, parce que c'est plus adapté à des zones moins denses. Et que la circulation, entre guillemets, les voiries de circulation sont moins saturées, et donc on n'a pas de perte de temps de parcours trop important, surtout si en plus on est quand même en site propre. Donc il y a des enjeux, et sur l'Ouest lyonnais, il y a quand même un enjeu majeur. Il m'apparaît difficile de ne pas le citer, il a été cité dans le chat, c'est qu'il y a une infrastructure ferroviaire qui existe, qui a commencé à se redévelopper en 2010-2012, qui s'appelle le tram-train de l'Ouest lyonnais, et il faut absolument, et on y travaille, rassurez-vous, on en discute avec la région en ce moment, qu'on développe cette infrastructure pour aller justement jusque dans ces territoires, aller chercher les gens plutôt que de les faire venir en voiture à l'AI ou ailleurs. Voilà. C'est une meilleure réponse à ces territoires périurbains, bien évidemment. Je vous invite d'ailleurs, parce que Sonia n'a pas bien eu le temps d'en parler, et elle a la chance, et j'en suis un peu jaloux, d'habiter un pays qui a fait des choses extraordinaires sur le plan des transports collectifs. Hein. La Suisse est très en avance par rapport à tout ce qu'on a pu imaginer, avec des territoires ruraux qui sont très bien desservis en termes d'offres, en ferroviaire et en routier. Je vous invite à aller voir ce qui se fait là-bas. Moi, j'y suis allé souvent. C'est très enrichissant sur comment ils s'y prennent, comment ils organisent les choses et comment c'est efficace en matière de réponse aux besoins de mobilité des citoyens, y compris dans des territoires périurbains et ruraux. Pour prendre quelques questions, on ne va pas refaire là maintenant à 10 minutes de la fin de la soirée l'ensemble des ateliers qu'on a eu sur chaque ligne. Et je vous rassure, hein, il y a encore plus de 6 ou 7 semaines de consultation. Donc tous ces débats-là, on pourra les avoir, mais on prend les questions. On va essayer de rester un peu élevé dans le débat. Monsieur, allez-y. Ah, le micro ne marche pas. Donc, j'ai pour habitude généralement de réunir toutes mes questions. Là, on vient d'évoquer le tram-train de l'Ouest lyonnais. Comment ça se fait que dans cette concertation, en fait, justement, ça ne soit pas plus développé que ça? C'est-à-dire que finalement, en fait, c'est ce qu'expliquaient nos deux intervenants. On est sur un temps long. On a finalement énormément de projets qu'on pourrait mener en parallèle. Le TETOL, il n'est pas spécialement plus développé dans le dossier de concertation. Les autres lignes que vous évoquez, les tramways qu'on pourrait faire à la place des métros, ils ne sont pas évoqués là-dedans. Donc déjà, il y a cette question-là, et je me permets de donner la deuxième parce qu'il n'y en a que deux. Alors là, c'était plus par rapport aux universitaires. Qu'est-ce qui justifie en fait que des personnes puissent dire « si c'était différent, je prendrais les transports ». Pourquoi à ce moment-là, en fait parce qu'on a dit, oui, la ligne, elle ne va pas faire changer les comportements. Mais moi, autour de moi, les gens ils me disent, si c'était différent, je prendrais les transports. Si la ligne C17, elle fonctionnait correctement, je ne me serais pas mis au vélo. Très bien. Alors, peut-être on peut prendre 2-3 questions. Il y avait monsieur, j'ai repéré tout à l'heure. Alors, bonjour. Bonjour. Du coup, je souhaitais rapidement revenir sur l'ensemble de cette conférence débat, qui a plus été une conférence qu'un débat, avec des intervenants qui, enfin, j'ai été sur le chat assez longtemps, nous ont pas semblé pertinents parce que, certes, ils ont du métier, ils ont de la bouteille, mais on dirait qu'ils ne savaient pas vraiment l'enjeu qu'il y avait à répondre sur Lyon, en fait. C'est-à-dire que Lyon, c'est une topologie qui est particulière, ce sont des besoins de transport qui sont aussi particuliers, et on est sur une agglomération de quasiment 2 millions d'habitants, ce qui est comparable à certaines agglomérations en Allemagne, par exemple. Et en fait, on a l'impression qu'ils n'étaient pas à côté de la plaque, mais on n'était pas la cible. Voilà. Ils nous sortaient du verbiage, et on n'était pas forcément réceptifs, en fait. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait là? C'est un peu ce que je veux dire. On a assisté à quelque chose ici. On a appris certaines choses. Chacun en jugera. Mais
Et du coup, la question. Donc la question, en fait, c'était justement, là aussi, c'était un petit peu pour rebondir à ce que disait le collègue juste avant, c'est en effet qu'on est sur une concertation métro qui ignore un petit peu tout ce qui est à côté, donc est-ce que les prochains ateliers vont un petit peu aborder ces sujets-là? Très bien, on y répondra après. Madame, juste derrière, et après, je vois pas d'autres mains, on conclura. Si, je vois des mains. Bonsoir. Moi, j'avais une question qui était toute simple, qui rejoignait aussi des éléments méthodologiques. Pouvez-vous nous expliquer globalement en termes de méthodologie quelle va être la suite? Parce que globalement, jusque-là, sur les ateliers des différents territoires, on a fait ce qu'on appelle une matrice SWOT, puisque c'est d'ailleurs comme ça que c'est présenté. Mon questionnement est le suivant. Si j'ai bien compris, il est question dans un second temps de choisir des indicateurs décisionnels, mais pouvez-vous le confirmer? On va y revenir, et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pouvez nous expliquer globalement de quoi est faite la méthodologie et surtout de quoi vont être faits les éléments décisionnels finaux? Eh ben, on y vient juste après en conclusion. Une dernière question, je ne suis pas sûr qu'on puisse prendre tout le monde. Madame, on continue. Allez-y, ouais. Oui, bonsoir. Monsieur, pardon, donc désolé, merci beaucoup de ces concertations qui ont lieu en ce moment sur la métropole. Malgré tout, je suis surpris aussi de la méthodologie parce que finalement, on nous demande une réflexion à l'échelle globale qui est nécessaire, puisqu'on ne peut pas saucissonner les projets et regarder chacun son petit bout de trajet qui nous intéresse. Sauf que c'est comme ça que vous faites, puisque chaque concertation est en fait un atelier lié à un petit bout de projet. Du coup, si on a une question très globale, on ne sait pas sur quelle concertation et sur quel atelier s'inscrire. Moi, j'aimerais qu'on réfléchisse en effet à ces questions de mobilité globale, sur les interactions entre le TER, le RER à la lyonnaise, les métros, les trams, etc. Et aujourd'hui, en fait, on est dans des ateliers où on saucissonne des projets qu'on nous vend finalement comme non pertinents en plus au bout du compte. Donc, pourriez-vous nous éclairer sur là où vous souhaitez qu'on aille pour que nous, on puisse aussi se mobiliser pour vous aider à réfléchir, parce que ces sujets nous intéressent, évidemment. Peut-être quelques éléments de réponse très concrets. Après, je laisserai Jean-Charles Colas compléter sur le fond. Alors, sur le périmètre de la consultation en tant que telle, effectivement, on est sur un objet un peu inédit, il faut le dire, et c'est une consultation volontaire de la part du Citral, qui était de traiter de la question de ces 4 projets de métro, donc avec une entrée assez concrète, et effectivement ne pas être que sur un débat large et non incarné, dans la mesure où derrière il y a quand même des arbitrages et des décisions finalement qui sont à prendre pour lancer un certain nombre d'études pour que ces projets puissent voir le jour. Le débat que vous appelez sur les mobilités au sens large, il est également prévu, mais il va arriver dans quelques mois. Jean-Charles Colas pourra nous le préciser, avec effectivement un plan de mobilité qui est le document qui planifie l'ensemble qui étudie l'ensemble des besoins de mobilité et planifie finalement les réponses que la collectivité va y apporter au sens large. Et c'est ce document-là finalement et ce temps-là qui doit permettre d'aborder ces questions très larges sur l'ensemble des mobilités, l'ensemble effectivement des modes de transport. Sur la consultation en tant que telle, et du coup je peux vous donner les éléments très concrets. Effectivement, quelque part vos questions nous confortent dans la méthodologie que l'on avait élaborée, avec une consultation en 2 temps finalement. Un premier temps qui visait à regarder chaque projet, puisque on a quand même 4 projets, on a vu qu'il y a une vraie complexité, un besoin de rentrer dedans, et on ne peut pas en permanence, en 1 heure de temps, balayer 4 projets, 4 territoires, et d'où ce parti pris mais qui a plutôt bien fonctionné finalement, d'aller dans les territoires et de regarder territoire par territoire et projet par projet ce que ça pouvait apporter et les limites qui étaient perçues. Et un deuxième temps qui vise bien, comme vous le disiez madame, à chercher finalement à comparer ces projets, et avec une méthodologie que vous allez pouvoir trouver dès maintenant, elle est en ligne, qui est finalement celle de l'analyse multicritère. Je pense que vous voyez ce que c'est. Effectivement, identifier collectivement un certain nombre de critères, et c'était
c'était mes questions de la fin de soirée aux intervenants, ou d'indicateurs, comme vous le disiez, qui doivent permettre de comparer les projets et au bout de voir lesquels sont les plus pertinents ou décisionnels, comme vous l'indiquiez. Donc pour alimenter ça, vous pouvez trouver dès maintenant sur la plateforme consultation-métro-citral.fr un cahier complémentaire avec finalement une proposition de guide d'analyse multicritère et un certain nombre de critères renseignés par des indicateurs et la comparaison des différents projets au regard de ceci, sachant que ce document ne conclut pas, puisque l'idée vient d'avoir une lecture collective finalement de ce document, de le compléter et que vous puissiez dire qu'est-ce qui vous paraît, vous, être les indicateurs pertinents. Je posais la question de la boussole tout à l'heure, c'est cette question que l'on se posera. Il y a un nouvel appel à contribution qui permet à chacun de donner son point de vue. Et puis dans cette approche collective qui est la nôtre depuis le début, il y a 3 ateliers thématiques qui vont permettre finalement de rentrer dans chacun de ces critères et auxquels on vous invite, ils sont affichés ici. Un premier qui renvoie finalement à se poser la question du fonctionnement global du métro, la question de sa construction, la question de son coût aussi, je le disais tout à l'heure, et pouvoir finalement mettre à plat ces éléments et comparer les projets sous ce prisme-là. Un autre atelier qui va peut-être plus renvoyer au débat qu'on a eu ce soir sur finalement l'impact territorial des métros, et là aussi avec toute une série de critères. Il y a un travail qui a été fait avec le CEREMA qui donne une base finalement et qu'on mettra en discussion, et donc de la même manière comparer les 4 projets au regard des impacts territoriaux perçus, anticipés. Et puis la dernière question que vous posiez, puis Jean-Charles Colas nous en a déjà fait un peu le teasing, la question des alternatives effectivement possibles au projet de métro, pour là aussi comparer les 4 projets au regard d'alternatives qui semblent, de pistes, puisqu'on en est à ce stade-là, mais de pistes d'alternatives qui pourraient être regardées, qui pourraient être étudiées, à condition qu'on se dise que quelque part elles répondent aux mêmes objectifs qu'on pourrait assigner au métro, et c'est bien le débat que l'on aura. Donc voilà, ce mois de novembre et début décembre est vraiment consacré à ce travail-là, mais tout à fait dans l'esprit que vous le donniez. Jean-Charles Colas. Oui, je vais répondre un peu à quelques questions, puis ça fera une conclusion. J'adorerais, et je pense que tous les élus sont dans la même situation, j'adorerais qu'on soit à un temps zéro, qu'on ait tout à planifier, et puis ensuite on puisse commencer à construire, etc. Sauf que la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est qu'il y a déjà eu des choses avant, il y a des choses pendant, et puis il y aura des choses après. Et donc on avance en marchant. Donc oui, effectivement, on fait les choses, c'est pas aussi simple que ça. On part pas d'un diagnostic pour dire j'y réponds comme ça, et globalement, j'ai toute la vision de la métropole et de sa mobilité à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans à construire. Non, il y a des choses qui existaient depuis longtemps. Il y avait plein de projets au plan de déplacement et des projets qui nous a semblé importants et qu'on a lancés. C'est le cas des tramways sur lesquels on est en concertation actuellement. Et puis il y a des choses sur lesquelles il y avait des promesses, sans que ce soit obligatoirement écrit dans le plan de déplacement, ou des idées ou des réflexions. Et puis il y a des besoins qui s'expriment au fur et à mesure, entre guillemets, de l'évolution de la métropole. Donc on s'adapte et on essaye, c'est compliqué pour les élus, à la fois de répondre dans des temps supportables pour les citoyens et en même temps de ne pas passer à côté du coche. C'est extrêmement compliqué. Notre objectif, c'était aussi de ne pas vous dire, comme ça peut être fait dans d'autres territoires et comme ça a pu être fait, de dire à tout le monde, oui, on vous fera un métro au 7 chemins à Vourles, on vous fera un métro, etc. On vous fera... Et puis de faire des promesses et qui mettent plusieurs décennies à être réalisées si elles sont réalisées un jour. Notre projet, ça a été de faire le pari de l'intelligence. C'est aussi un peu l'objet de la conférence de ce soir, et de dire, on va travailler ensemble et réfléchir ensemble à la construction d'un plan de mobilité à 15-20 ans. Et on ne va pas promettre tout et n'importe quoi. Ce ne sera pas un catalogue à la Prévert. Ce sera vraiment une réflexion collective sur ce qui est prioritaire avec tel mode, ce qui est prioritaire avec tel mode, etc. etc. Et comment est-ce qu'on met tout ça en cohérence plutôt que de promettre à chaque élu de chaque territoire qu'un jour il verra la Lune.
Donc c'est un peu l'objet. Je sais que c'est frustrant, je sais que c'est compliqué et que ça ne va pas s'arrêter seulement en décembre. Hein. On a voulu cette consultation métro parce qu'il nous a semblé qu'il y avait une forte demande citoyenne autour de ces projets de métro et que sur ces projets-là, il ne faut pas qu'on prenne trop de retard si on a des études complémentaires à faire, puisque vous l'avez compris, ce sont des projets à long terme. Mais à partir du début de l'année prochaine, à la constitution de l'établissement public Citral avec tous les territoires du Rhône, on va devoir construire en 2 ans un plan de mobilité pour tout ce territoire. Donc la concertation va continuer dans tous les territoires pour construire, mettre en cohérence ce plan de mobilité. Et ce plan de mobilité qu'on va lancer, on va essayer qu'il soit un petit peu différent, on va dire, des précédents, mais qu'il soit vraiment réaliste et cohérent. Et effectivement, j'espère que dans ce plan de mobilité, c'est pour répondre à une question de tout à l'heure, on pourra inclure le tram-train de l'Ouest lyonnais, par exemple. On pourra inclure des projets qui auront avancé avec la région autour de la question du RER qui va au-delà du territoire de l'EP Citral, puisque c'est des RER vers Vienne et vers Villefranche, par exemple, ou vers Saint-Étienne, ou vers Bourgoin, voilà, et qu'on pourra inclure tout ça dans le plan de mobilité. En tout cas, on est en train d'essayer de construire ça. J'ai le sentiment qu'on a les moyens d'y arriver. Il y a eu quelques blocages politiques ces derniers mois, mais les élections sont passées. Maintenant, on est autour de la table et je pense qu'on va y travailler et qu'on répondra, y compris. Et pour compléter ce que vous avez dit, Olivier, oui, j'avoue que moi j'avais été très frustré en 2019 dans la concertation sur le métro E qu'on ne puisse pas parler du tram-train de l'Ouest lyonnais. Bon, c'était un choix politique des 2 collectivités responsables. On en parlera là. On en parlera dans les ateliers sur les alternatives possibles ou les compléments possibles. Mais pour chaque corridor, pas seulement pour le tram-train de l'Ouest lyonnais. Il y a aussi d'autres enjeux d'infrastructure sur chacun des 4 corridors. Et on va les mettre sur la table et on va en parler dans ces ateliers-là, je vous le promets. Très bien, ben, vous remercie. On était 250 ce soir. Bon, on entend la frustration, mais s'il y a de la frustration, il y a de l'envie. Donc ça veut dire qu'on devrait vous retrouver à ces ateliers où voilà, on sera tout à fait dans ces débats-là et ces questions-là. Merci à tous et bonne soirée.